Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour faire l'épisode hebdomadaire, le Restons Connectés numéro 40. Déjà 40 épisodes. Ça va vite quand on en fait un par semaine. Donc oui, le numéro 40. Alors, épisode anniversaire des 40, mais c'est pas forcément celui qui va le plus nous éclater, je pense. Celui de la semaine dernière, je pense qu'il était beaucoup plus punchy, tu vois. Mais il y a quand même pas mal d'informations, il y a de la suivi de dossier, il y a des choses à dire, il y a du conflit avec l'UFC, il y a plein de choses à dire. Donc, il y a des défis improbables, voire dangereux, il y a de l'aspect psychologique, il y a du financier, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout dans cet épisode. Donc C'est voilà, les feux de l'amour. c'est les feux de l'amour. On va pas se mentir, mais c'est très bien comme ça parce que c'est bien aussi d'avoir des sujets un peu plus légers qui n'en sont pas d'ailleurs. Et on va commencer avec une clôture. Et cette fois-ci, on insiste sur une clôture de dossier sur le combat de Baki versus Doumbé qui a eu lieu au PFL Paris, qui s'est fini avec l'Echardt Gate. Donc, victoire de Baki, on le rappelle, TKO annoncé parce que arrêt de l'arbitre. Le clan Doumbé a fait appel de la décision et voulait un no contest étant donné que l'élément venait de l'extérieur de la cage et donc que ça avait été impactant sur lui. Et puis en plus de ça, on sait que la décision, on en a déjà parlé. Enfin, comme quoi, c'était plus un fait. C'est tellement quelque chose qui n'arrive jamais, en fait, que c'est plus soit quelque chose comme ça qui est un quiproquo plutôt un vrai abandon. Bref, on va pas en reparler 1000 ans de toute façon. La FMMAF a tranché et c'est officiel. Doumbé donc aura sa première défaite sur son Sherdog, sa première ligne rouge en MMA, parce que voilà, le non-contest a été refusé. Donc c'est une info dont les maîtres fumiers ont la primeur, parce que c'est eux qui l'ont sorti en premier. Alors au début, je savais pas quoi. Enfin, tu sais, quand ils l'ont dit, c'était un peu, comment dire, ça n'a pas été relayé par tout le monde, mais je pense que tu sais, ça a été dit comme ça sur un coin de table. Tu sais, je sais pas, moi, je savais pas si c'était vrai, pas vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sortent tellement de choses sur le cas Baki Doumbé et ils avaient sorti déjà des choses, tu sais, avant sur le fait que ça serait pas accepté. Donc je savais pas si c'était officiel ou pas. C'est officiel. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont appuyés sur le fait qu'il ait fait son entrée jusqu'à la C'est nu. cage en étant pieds nus. Donc, voilà, qu'est-ce qui va prouver que l'écharde n'est pas arrivée avant? Je sais pas. De toute façon, on s'en fout. Il n'y a pas de Honnêtement, débat. ouais. De toute C'est ça, façon. en fait. Je- En fait, c'est ça. On s'en fout. Pour moi, c'était loin derrière. Bon, après, tout le monde en parle encore. Franchement, tout le monde en parle encore. Et nous aussi, tu vois, là, on en parle. Mais pour moi, l'histoire était close depuis la fin du combat, en fait. Faut passer à autre chose, c'est bon. Là, on rebondit parce que ça vient de sortir, mais C'est ça, euh, on n'en parle pas, on en fait un point final, tu vois. C'est-à-dire que là, il y a trop de monde qui ont milqué sur ce combat, mais vraiment, c'est un peu, c'est trop même. Enfin, tu vois, de faire 1 million de vidéos sur ce combat. Alors j'avoue, c'est vrai, ça donne de la vue, ça donne de la visibilité, ça nous a permis de passer les 1000 abonnés. On est content pour ça. Mais quand même, il y a un moment, faut juste aller de l'avant. Et là, il faut le faire. Il faut le faire. Donc voilà, no contest refusé. Décision TKO pour Baki. C'est pas grave. Tout le monde va oublier ce combat. De toute façon, c'est pas une vraie défaite. C'est pas une vraie victoire. Enfin, ou si peut-être que dire que c'est une vraie victoire, une vraie défaite. Vous dites ce que vous voulez. De toute façon, ça n'impactera ni la carrière de l'un ni la carrière de l'autre. Si peut-être Baki, s'il fait véritablement cette entrée à l'UFC Paris, mais on ne sait pas si elle ne se serait pas faite sans ça non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, ça change rien. On tourne la page, on ferme cette page d'ailleurs, et on va passer, bah, on va parler de quelqu'un en fait qui avait une partie prenante dans ce combat Baki Doumbé parce que il y avait du clash entre lui et Doumbé, c'est Nassourdine Imavov qui lui insiste pour avoir Strickland à l'UFC Paris. Donc il dit qu'il est dans sa tête. Il dit qu'il l'a stoppé dans son ascension, c'est vrai, sur un short notice. mhm. Donc voilà, il s'était peut-être pas préparé pour lui, même si le short notice il était plus. euh, Enfin, quoique. Tu sais, C'est il y a pareil. toujours il y a Le toujours ce short truc, on notice, en a déjà parlé. ouais, il est des deux côtés. Il y a le mec qui prend le combat au dernier moment
Et puis il y a le mec qui était en prépa pour un autre style complètement opposé, tu vois. En fait, finalement, les deux sont en short notice. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, il l'a en travers, le fait que ce short notice lui ait coûté bah, justement son ascension. Et puis il dit qu'il parle beaucoup, qu'il continue à faire du trash talk même après le combat, qu'il parle, je cite, très très mal. D'autant plus qu'il parle pour insulter bah, sa famille, qui est pour insulter la religion. Et pour lui, c'est entre guillemets, enfin, je cite encore, inacceptable. Il veut lui arracher la tête sur un terrain hostile, donc c'est-à-dire à Paris. Et il a deux objectifs dans sa carrière, enfin, c'est la ceinture et casser la gueule à toutes les personnes qui ouvrent trop leur bouche, en fait. C'est casser des grandes bouches, voilà, c'est ça, comme lui, c'est vraiment ça. Donc, il dit qu'il a corrigé ses erreurs, s'est amélioré mentalement, qu'il s'est amélioré physiquement, que c'est un combat qui le motive et que si c'est pas Strickland, en fait, peu importe, il prendra quelqu'un d'autre, mais il veut que ça le conduise à Strickland un jour ou l'autre, il veut lui casser la gueule. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai mon idée là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà dans un premier temps? Ah, c'est pas bon. C'est pas bon, il en fait une affaire trop personnelle. Et de toute façon, ça colle avec Nassourdine, on en a déjà parlé plein de fois. On sait qu'émotionnellement, il est à fleur de peau. Et c'est pas rassurant quand j'entends ces déclarations. Le fait qu'ils veulent sa revanche, c'est très bien. C'est très très bien qu'il en profite à l'UFC Paris d'être soutenu par son public, etc. C'est très bien. Mais le fait de prendre les choses à cœur comme ça, c'est pas rassurant pour moi. Eh ben, on est entièrement d'accord. Et ça en est même saoulant même. Parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment ce truc, le mec est éternellement vénère, en fait. Tu sais, tu sens que le mec, il est vénère. Ben, tu vois, il y a trop d'émotionnel. Là, on n'est même plus dans le... Tu sais, comment dire? J'ai l'impression, tu sais, qu'il veut reprendre la suite d'un Khabib Nurmagomedov, tu sais, avec le côté moi, je suis quelqu'un de clean, je ne critique pas les autres, je ne supporte pas les gens qui sortent de leur, tu vois, qui sortent justement leur carte du trash talk, tu vois, et je vais les punir dans la cage et tout ça, et tout ça, et tout ça. Sauf que le problème, c'est que Khabib, il n'était pas comme ça. C'est juste qu'il y a eu un cas qui a été contre Connor, et après, derrière, il n'y a rien eu d'autre. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de plus que plus, tu vois, ça l'a jamais impacté comme lui, ça l'impacte. Et Non, là, ça l'a tu jamais sens, impacté du tout, parce que même il prenait à la rigolade tout le trash talk Khabib, hein. Ça ne l'impactait pas du tout. L'affaire Connor, ça avait été super loin, parce qu'il y a eu l'affaire du bus, etc. hmm, Mais mis à part ça, je suis sûr que si ça en était resté qu'au verbal, ça aurait été un combat comme un autre pour Khabib. ouais. Mais tu vois, là, pour le coup, lui, ça l'impacte énormément, et tu sens que limite, si tu sais qu'il va revenir sur ton chemin, tu peux continuer à le trash talker un peu de temps en temps pour faire monter, en fait, pour qu'il reste dans ta tête, en fait, tout le temps. Tu vois? Ouais. Et moi, il y a plein d'indicateurs là qui me font peur avec lui. Après, je dis pas que ça aura un impact sur sa manière de combattre, hein, parce que peut-être qu'effectivement, avec son nouveau coin et tout ça, ça va peut-être être gommé, tu vois, techniquement. Mais le fait qu'il appelle tout le monde, tu vois, il a appelé Strickland, il a appelé Kamaru, il a appelé qui d'autre encore C'est tout. Non, il y en avait un troisième. Il y en avait un Ah ouais? troisième. On en a parlé, je sais plus. C'est le troisième qu'il appelle, je crois. Costa, non? Costa. Le fait qu'il appelle Costa. Enfin, qu'il rebondisse sur tout. Déjà, on vous en avait parlé. Là, c'est un peu trop. Ça fait trop, je veux combattre, tu vois. Et comme je l'avais dit la dernière fois, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, je pense tu peux faire parler de toi sans avoir à appeler tout le monde et à montrer que tu es en chien de combat, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment je veux, je veux, je veux, je veux. Et au final tu montres trop ton intérêt à l'UFC, ce qui fait que derrière, dans les négociations, bah, t'es pas en position de force. Donc voilà, je pense que le management doit bien faire son travail et que c'est pas aux combattants en fait d'aller taper à toutes les portes comme ça, parce qu'on l'a dit et on l'a vu par expérience, ça n'a jamais porté ses fruits. Mais là, en plus de ça, le fait qu'il montre cette faille, encore une fois mentale, vers qui tout le monde va se tourner, parce qu'on sait que ça soit, c'était qui? C'était Buckley. Non, c'était pas Buckley, c'était, Il y avait il y avait ouais, Buckley déjà. il y avait Bah, Buckley. justement à l'UFC Paris. Oui, c'est ça, l'UFC Paris, Buckley, là, lui, Chris Curtis, Curtis. enfin, tu vois, tous ces mecs-là, mais ils ont tous compris comment ils fonctionnaient. Et vraiment, tu sais, ce truc, cette croisade qu'il met en place pour faire fermer les bouches à l'UFC, mais c'est une croisade qui n'a jamais de fin, parce qu'en fait, tout le Mais c'est monde ça. aujourd'hui trash talk. En fait, c'est tout simplement ça. Tout le monde trash talk. Et C'est ça, et surtout, encore plus contre un mec
qui s'énerve quand tu le trash talk. Tu as encore plus envie de le clasher. Et oui, et si jamais, au grand jamais, Duplessis garde la ceinture et qu'il vient affronter Duplessis un jour, mais Duplessis, c'est pareil. Duplessis, tu vois le trash talk qu'il a fait justement à Strickland. Enfin, tu vois, il l'a quand même fait pleurer en interview. Après, tu sais, post-clash, entre guillemets, tu vois. Donc, et Strickland, il est sûrement plus armé mentalement, même s'il a eu un passé plus compliqué. Oui, Ah, alors je sais pas, hein. sur ce sujet-là, peut-être pas. Non, mais je veux dire, il a plus l'habitude d'être dans le ping-pong du trash talk. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'habitude, c'est lui qui le fait subir aussi. Ouais, mais il y a du répondant. Enfin, tu vois, il peut y avoir du répondant, tu vois, avec Adesanya et tout ça, tu vois, il y a quand même du répondant. Mais là, lui, il n'y a pas. Il y a pas ce répondant-là. Tu vois, tu sens tout de suite qu'il est agacé, qu'il prend tout personnellement, en fait. Tu vois, la Strickland, il l'a pris personnellement parce que c'était vraiment du personnel. Il est rentré très Mhm. profond dans sa vie, tu vois. Mais tant que c'est du trash talk comme ça, il le prend jamais personnellement. Lui, peu importe ce que tu lui dis, même si c'est des vannes, même si c'est grossier, tu vois, grossier, je parle pas grossier, mais genre fait grossièrement, quoi, il va tout prendre personnellement. Non, le meilleur Et truc pour Nassourdine, ça serait de ne pas gérer ses réseaux déjà. Alors, je sais pas si c'est le cas, hein. Peut-être que c'est même pas lui qui gère ses réseaux. Mais je pense que pour lui, c'est la meilleure piste. De rester loin des réseaux. Parce que les réseaux, tu vois tellement de conneries. Et moi, je ne juge pas le fait qu'ils répondent, hein, parce que en fait, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont bien le gérer, il y en a qui vont mal le gérer. Mais, euh, mais du coup, en sachant ça, il faut qu'ils s'en éloignent le plus possible. c'est ça. Qu'il s'en éloigne le plus possible, qu'il fasse un travail avec un préparateur mental là-dessus aussi, tu vois. Et puis, je sais pas, moi, qu'il sorte un peu de son côté. Enfin, sors le balai que t'as dans le cul, frère. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Arrête de vouloir être trop droit, même si c'est ton caractère. Accepte que tu es dans une organisation et dans un sport où ça tortille, tu vois, où tu peux pas être droit. C'est pas possible. Ou alors, tu es droit à la Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'en vrai, tu t'en fous, ça glisse sur toi. Et derrière, par contre, tu règles tout dans la cage. Mais En tu règles dans la apparence, hein. cage en étant focus. En Ouais. apparence, parce que peut-être que les combattants qui ne répondent pas, ça glisse pas sur eux, hein. Peut-être qu'ils sont tout autant impactés, mais en tout cas, sur leur performance, ça se voit pas. En fait, ça leur donne une motivation, tu vois. Mais en fait, le truc qui me perturbe, c'est que tu veuilles rouler sur ton adversaire parce qu'il parle trop, je le comprends. Et ça, c'est parfait, c'est une grosse motivation. Mais en fait, c'est quand je vois qu'il dit encore, c'est ce terme-là. Je veux lui arracher la tête, tu vois. Ouais. Et ça me rappelle le combat contre Buckley, Exactement. où justement, alors il avait commencé très fort, hein. Nassourdine est très très fort. Il avait commencé très fort, mais il s'était épuisé justement. On sentait qu'il voulait vraiment lui faire mal, et ça colle pas avec son style. Ça colle pas avec son style de chercher le chaos. On sait qu'il est très fluide, très précis, et tu as besoin d'être relâché pour ça. Exactement. Maintenant, le truc qui me rassure, c'est que Curtis est un gros trash talker aussi, d'ailleurs partenaire de Strickland, et dans leur combat, il l'avait plutôt bien géré. Il avait fait, je crois, pour moi, une de ses plus belles performances. Le combat qui avait été arrêté en no contest là. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est un combat où. Enfin, c'est pas la même adversité, tu vois, Curtis Et Strickland, c'est pas la et même Strickland, adversité, c'est tu sûr. vois. Donc, il peut avoir de l'agacement avec un Strickland qu'il n'avait pas contre Curtis. C'est sûr, c'est sûr. Maintenant, de toute façon, il y a peu de chances que le combat se fasse, voire même aucune en fait. Oui, 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 tout simplement parce que Strickland, bah lui, il veut pas ce combat-là, hein, de toute façon. Il veut le combat contre Duplessis, il veut sa revanche absolument contre Duplessis. Alors, ils sont un peu dans un triangle amoureux, c'est-à-dire que tu as Nassourdine qui veut Strickland, Strickland qui veut Duplessis et Duplessis qui veut Il veut Adesanya, tu vois. Adesanya. Donc, tu vois, ils vont tous se courir autour, tu vois, se courir après, même si celui qui a le plus de chances d'obtenir ce qu'il veut, c'est Duplessis, parce que il commence à parler en fait du combat Ah, c'est ouais, contre ouais, ouais. Adesanya en Il- Australie. Ouais. En Australie, ouais. Bah justement, tu vois, il avait dit qu'il voulait combattre uniquement en Afrique. Je pense qu'il a compris que ça serait pas tout de suite. Maintenant, je pense que le seul combat qu'il accepte ailleurs, c'est Adesanya. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, parce qu'il veut enfoncer le clou. Déjà, il y a le bif entre les deux. Et puis, oui, effectivement, il veut enfoncer le clou de. S'il gagne, en fait, contre Adesanya, derrière, il est le champion véritablement légitime. C'est ça. C'est ça en Donc, fait. Parce que pour s'asseoir sur le trône, vraiment, il faut battre le champion qui a été le plus dominant. Et dans cette KT, même s'il a perdu, ça reste Adesanya. c'est exactement ça. Donc voilà, mais par contre pour lui, pour Strickland, si jamais, enfin pour lui, c'est les fans veulent ce combat contre Dricus, cette revanche.
Alors, je sais pas quel fan Bah, lui, c'est lui fan disent à ça, lui. mais c'est fan à lui, parce que franchement, sinon, je vois pas plus l'intérêt que ça, enfin, de voir cette revanche. C'était un combat qui était serré. Effectivement, Ah, on c'était avait un beau parlé combat. d'un combat qui pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Moi, je voyais plus Strickland. Bon, après, c'est Duplessis qui a gagné. Après, Mais lui, bon, il l'a en travers de la gorge parce que, il juge que c'est politique, oui. sa défaite. Que comme c'était au Canada et qu'ils sont opposés à sa vision politique, on va dire, il estime que c'est ça qui a faussé le jugement des juges. Donc c'est pour ça qu'il veut absolument cette revanche, en fait. Au-delà Tu de veux dire l'aspect sportif. ce sale pays libéral qui l'a baisé? Je cite, je mets des guillemets. Mais ouais, non, non, c'est ça. On va dire, ses accointances avec Trump. C'est vraiment ça. Donc oui, non, non, c'est ça. Et il envoie une injonction à l'UFC. Il lui dit, il dit, tu sais, mec, je ne ferai pas, je ne ferai, pardon, plus tous ces efforts. Si ce n'est attends, si ce n'est pas moi le prochain, je vais faire de la boxe. Ouais, je vais gagner des millions en battant Jack Paul. Donc voilà, il n'a pas tourné la page, lui, par contre, de Jack Paul, hein. Alors là, ça y est, on sort comment dire, du côté je t'affronte dans le désert sans argent. Là, pour le coup, il serait pas contre les petits millions qui vont avec. Bon, alors c'est Bon, une menace à l'UFC. déjà, Il est. commence à te libérer de ton contrat, déjà. Et puis après, Voilà, on parlera de boxe. c'est exactement ça. Donc, ouais, se libérer de son contrat. Et est-ce que l'UFC, honnêtement, alors c'est une star en devenir. Enfin, il a pris du star power, Strickland, tu sais. Maintenant, de là à ce que l'UFC fasse des pieds et des mains pour le retenir, je pense pas. Non, moi non plus. Je pense pas parce que la KT, elle est très fournie. Tu vois, c'est pas comme si tu étais star dans une KT, justement comme les lourds légers. Tu vois, s'ils arrivent à trouver une star dans les lourds légers, bon, ils ont Pereira, tu me diras, mais tu vois, c'est pas non plus un star power de malade, tu vois. Donc là, tu vois, un Pereira, il pourrait tenter de le garder parce que justement, il reste Pereira, tu vois. Et derrière, c'est poussif. Maintenant, dans cette caté-là, Non, ça va, mais hein. Il y a de quoi faire. je connais Strickland. Ça parle, mais je le vois pas du tout aller en boxe anglaise. Finalement, il va se ranger, ils vont lui donner un petit combat qui l'intéresse, plus ou moins. Bon, il prendra pas de Ricus. Je sais pas qui il pourrait prendre. Qui pourrait prendre Nassourdine? Ah, j'ai Ah, du mal à le ça voir. dépend. Pas à l'UFC Paris. Pas l'UFC Paris. Après, tout dépend des plans de l'UFC, en fait, pour Nassourdine. Moi, j'aimerais bien voir la revanche, hein. J'aimerais Oui, beaucoup voir la revanche, hein. Si, s'il arrive à venir stable émotionnellement, Nassourdine, j'aimerais beaucoup voir cette revanche. Parce que le jeu de Strickland, une fois que tu l'as affronté, je pense que tu peux mettre des choses en place. C'est très dur à lire une première fois, mais là, il a quand même fait 5 rounds avec lui, où justement, sur les derniers rounds, il commence à trouver plus ou moins une solution, un début de solution. Donc, j'aimerais bien voir cette revanche, moi. ouais, non, non, je suis d'accord. Moi aussi. C'est vraiment, c'est un combat qui m'intéresse. Dans tous les combats qui se mettent en place, de toute façon, c'est un combat qui est très intéressant. Attends, juste voir le classement. Mais en Le fait, ils sont tous classement. plus ou moins bookés, c'est ça le truc. Tu as Shimaev qui va C'est pour ça. affronter Whittaker. Ouais. Ou alors, pourquoi pas une revanche contre Kamaru? Mais ça lui apporte rien en termes de classement, tu vois. Parce que Kamaru, il l'a battu chez les Welter. Donc un Whittaker Kamaru, un Strickland Kamaru, ça peut être intéressant pour les fans en tout cas. C'est deux gros noms. Strickland Kamaru, c'est deux gros noms, effectivement, ça peut le faire. Strickland Canonnier, Qui a envie de voir ça? bah ouais, c'est ça. Après, Ouais. sportivement, oui, ça a du sens. Mais les autres noms, en fait, qui sont classés, t'as quoi? T'as Vettori. T'as Canonnier, Vettori, Brendan Allen, Paulo Costa et Nassourdine. Mais Ouais. Nassourdine, ça lui fait un gap de ouf. Non, on verra pas ce combat, ça lui fait un gap trop important. C'est de passer de 8 à 1, enfin, tu vois, c'est trop important. Bon, on vient bien de voir Benoît Saint-Denis affronter le numéro 2. Ça dépend vraiment des plans de l'UFC. Maintenant, est-ce que Nassourdine a la hype qu'a Benoît Saint-Denis auprès de l'UFC? Je suis pas sûr. Mais même, moi, je préfère voir Nassourdine répondre à d'autres questions avant. Tu vois, moi, j'aimerais bien le voir contre un Vettori, par exemple. Pardon, désolé.
Ouais, t'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Non, j'ai eu un appel, Non. pardon. Je te disais que moi, j'aimerais bien voir Nassourdine répondre à d'autres questions que je me pose avant de reprendre Strickland. Avec un Vettori, par exemple. Tu vois, qui a un gros contrôle cage. On sait qu'aujourd'hui, dans la cage, sa plus grosse faiblesse, au-delà de l'aspect émotionnel, c'est le contrôle cage. Et un mec comme Vettori, qui a un très bon contrôle cage, j'aimerais bien voir ce combat. Oui, ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est vrai que ça pourrait être un bon combat. Et Et en Vettori, ça fait plus, longtemps qu'on l'a pas vu. il Il est est sur sa boursé, victoire Vettori? sur Dolidze. Je crois pas. Non, il n'est pas Je bouqué, je crois pas. crois. Et puis à Ouais. l'UFC Paris, il a déjà combattu à l'UFC Paris, Vettori, contre Whittaker. Donc, tu vois, c'est deux Européens, tu as le public italien, ça peut les intéresser. Donc, c'est pas mal. Moi, je prends un Vettori Nassourdine à Paris. Ouais. Mais surtout qu'en plus, ils avaient un bif entre les deux. Enfin, tu sais, enfin, pas un bif, mais il avait refusé de s'entraîner justement au MMA Factory parce que justement, il y avait Nassourdine. les deux. Ouais, il y avait les deux. Donc, ils savaient qu'ils allaient s'affronter un jour. Donc pourquoi pas. Vettori italien, UFC Paris, ça passe, tu vois, Mhm. ça reste deux combattants européens. Donc ouais, non, pourquoi pas. Pourquoi pas les voir l'un face à l'autre. C'est vrai que ça serait pas mal. Ça ferait un beau main event. Un beau main event, à savoir qui sera le main event. Après, derrière, on en parlera plus tard. Enfin, peu potentiellement, en tout cas, dans la discussion là qu'on aura aujourd'hui. Bref, donc on verra ce qui se passera. Oui, effectivement, le côté boxe anglaise, tu vois, c'est la menace, c'est le coup d'épée dans l'eau, c'est la menace, voilà, qui n'a pas lieu d'être. Donc, on verra ça. Mais non, il faut qu'il se fasse une raison. De toute façon, l'UFC choisira sur Adesanya contre Duplessis par rapport à lui. Il n'y a pas photo. En tout cas, la boxe hein, et les combats improbables, ça fait toujours parler. Ça, pour le coup, ça, c'est vrai. Et ça fera encore parler, puisque, tu vois, par exemple, on a Fedor qui défie Ngannou en boxe. Il dit, je peux aussi affronter des gars issus du MMA. D'ailleurs, j'aimerais bien affronter Francis Ngannou. Je veux le défier en boxe. Non, je ne peux plus le faire en MMA, mais j'aimerais bien le faire en boxe. J'ai vu son combat contre Tyson Fury, donc oui, j'aimerais bien l'affronter. Ce n'est pas de l'excès de confiance, mais ça m'intéresse de me mesurer à lui. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Si un combattant monte dans le ring et qu'il a deux jambes qui tremblent, ce n'est pas un vrai combattant. Moi, j'en suis toujours un. Je suis toujours en forme pour combattre et j'en ai toujours envie. Donc, oui, certes, tu peux ne pas avoir peur, mais bon, tu es vieillissant. La boxe anglaise n'a jamais été ton point fort plus que ça, tu vois. Pas du tout, même. Pas Pas du du tout. tout. Parce que, alors oui, il avait une boxe MMA avec un overhand de fou, etc., une grosse puissance. Mais en boxe pure, on l'a jamais vu boxer très proprement. Et puis au-delà de ça, il a plus aucun menton, Fedor. Ben, c'est ça. Fedor, il a C'est pris trop de coups, ça y est. Il prendrait pas un ou deux jabs de Ngannou. c'est la santé qui mettrait en jeu, là, pour le coup. Et oui, je suis d'accord. Ngannou, lui, s'est préparé quand même pour affronter deux champions du monde, anciens ou nouveaux, tu vois, enfin, de boxe. Il a fait deux camps complets. On a vu qu'il avait des aptitudes en boxe. Il est toujours très puissant. Et en plus de ça, il aurait moins de crainte à boxer un Fedor, donc il pourrait plus se lâcher dans sa boxe, donc il pourrait plus lâcher les coups. Ah, c'est très, très compliqué, hein. C'est très, C'est très même pas compliqué. compliqué, c'est impossible. C'est impossible. Maintenant, le truc qui le sauve, c'est que Ngannou l'acceptera jamais. Il est beaucoup trop haut pour redescendre à ce niveau-là, en fait. Toi, Oui. tu peux pas passer de Fury et Joshua à Fedor. Aussi glorieux fut son passé, Fedor, c'est fini maintenant. Non, C'est Fedor, fini c'est maintenant. Et puis en boxe anglaise, ça ne représente absolument rien. Et même en termes pour le public, hein. Le public qui suit le MMA actuellement, la plupart, ils connaissent même pas Fedor. En tout cas, ils ne le connaissent pas dans sa grande période. Ils connaissent les défaites de Fedor. Oui, je suis d'accord. C'est toujours le problème, hein, de toute façon, avec les combattants qui n'ont pas su prendre leur retraite au bon moment. C'est qu'effectivement, les nouveaux arrivants, les MMX, on va dire, ne se concentrent que sur les derniers combats. On avait le même problème avec John Jones. Tu sais, les gens qui ne parlaient que de Reyes, qui ne parlaient que de ces combats-là, tu vois, où ils se disaient, ouais, non, mais il a perdu, il a perdu, il a perdu. Euh, et qui ne voyait pas le combattant exceptionnel qu'il est, tu vois. Et c'est pareil pour Fedor, malheureusement. Fedor, qu'on peut considérer comme l'un des GOAT, des poids lourds, toutes catégories confondues, si ce n'est le GOAT pour beaucoup. Pour moi, c'est le Donc, GOAT, hein.
Ouais, donc voilà, il faut pas s'arrêter là-dessus. Moi, j'aurais préféré encore le combat, tu sais, contre Tyson. Tu sais qu'ils avaient prévu à la base. C'était peut-être plus crédible que cette demande-là. Alors Déjà, déjà, ça me bottait pas, on en avait parlé, mais oui, clairement, en termes de choix, c'est préférable de voir ce combat. Mais et putain, quand même, Fedor, c'est quand même un ancien qui a fait beaucoup de combats. Il a eu quand même des beaux contrats, Fedor, hein. Même si à l'époque, ça payait moins, il a quand même eu des très beaux contrats. C'est pas financier, je pense pas que ce soit financier, hein. C'est vraiment l'envie de combattre, mais il y a un moment, faut lâcher l'affaire, en fait. en fait, le truc, c'est que même au-delà de ce qu'il a gagné en compétition, tu vois, je pense que la Russie a dû le mettre très, très bien. Ami intime de Poutine. On a vu que Poutine, par exemple, pour le combat, on en avait parlé dans l'actu de Khabib, quand il a battu Conor, il lui avait offert 20 millions, je crois, de biens Oui, immobilier. immobiliers, etc. Donc imagine Fedor, qui a représenté la Russie depuis toutes ces années. Non, financièrement, il est bien. Maintenant, ouais, c'est cette envie de se Ah, prouver à lui-même, peut-être. ça le titille. Ça le titille. Il a besoin d'y retourner. Alors, je préfère le voir, à la limite, sur des compètes comme il a toujours fait, en fait, de sambo, de choses comme ça, où il y a encore de la compétition pour son âge, hein. Ça, c'est très compétitif, le sambo, hein. Ouais. Le sambo dans la fédé où il était. D'ailleurs, il y a plein de mecs du MMA, de champions russes qui viennent de là. Le circuit FIAS. Ouais, je préfère le voir continuer là-dedans que de voir des combats où il va mettre sa santé vraiment en danger, en fait. Non, je suis d'accord. En tout cas, Ngannou reste un étalon de puissance dans le MMA et dans la boxe. On va pas se mentir, c'est pas la défaite contre Joshua qui a changé quelque chose. Et on le voit aussi avec Holloway, qui s'appuie sur lui pour faire taire en fait les gens qui disaient que c'était de la folie de monter de catégorie et qui lui disent qu'il devrait affronter Ngannou en poids lourd hein, pendant qu'il y est. Enfin, tu vois, tu sais, c'est toujours la bêtise. Tu vas chercher la preuve. L'extrême. Ouais, c'est ça, c'est la preuve par l'absurde. Donc, et lui répond en disant que ça ne le dérange pas, car s'il devait l'affronter, bah, il l'affronterait. C'est pas parce que. Enfin, il dit c'est pour ça que vous et moi, nous sommes différents. Si tu es dans la liste des pound for pound, tu dois être prêt à affronter n'importe qui, tu vois. Alors, je pense sincèrement qu'il a totalement conscience de ses chances de gagner ou de perdre contre Ngannou. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Et en fait, tu vois, c'est quand on voit Fedor, tu sais, qui dit qu'il est capable d'affronter Ngannou, quand on voit Holloway qui dit qu'il est capable d'affronter Ngannou et qui dit que ça ne le fait pas trembler, tu vois. En fait, je pense que les 99% de la population ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'avoir un mindset de champion, tu vois. Et qu'en vrai, un combat reste un combat, peu importe. Tu vois, c'est un défi, c'est un challenge, et puis tu gagnes, tu perds, ça fait partie du jeu. Et que de toute façon, bah, tu es tellement habitué à le faire que peu importe contre qui tu rentres, en fait, tu le feras avec grand plaisir et avec de la peur, mais tu sais surmonter cette peur, en fait, tout simplement. Mais même au-delà de ça, tu sais, même dans les champions, il y a différents profils. Et il y a des mecs qui vont être plus en gestion, etc. Et puis il y a les guerriers, qui en ont rien à foutre. On en avait parlé pour Holloway, tu vois, se faire ouvrir le crâne en deux, ça le dérange pas, lui. Et il est vraiment dans ce profil-là. Donc le fait qu'il monte de KT, surtout d'une KT, je vois pas le problème. Je vois pas le problème, en fait. C'est limite, il va dans sa KT naturelle, parce qu'en plus, c'est un gros cutter, Holloway. Il cut beaucoup, beaucoup. Il a pris de l'âge, il grossit. Donc, finalement, pour moi, je le vois pas larguer en lightweight, hein. De toute façon, il nous l'a montré déjà en short notice qu'il pouvait monter. Donc là, avec une grosse prépa, pour moi, il y a rien de choquant. Mais je comprends pas en fait pourquoi les gens, pour ce combat-là spécifiquement, en fait, ont un tel problème avec le fait qu'ils montent. Parce que des gens enfin, il y a plein de gens qui sont montés, tu vois, de Tu sais, catégorie. tu sais ce qu'il faut? Et ça les choque. J'ai vraiment cette image de. Ouais, si tu le regardes de loin, il y a un peu de ressemblance entre Ferguson et Holloway. Il y a le même tatouage dans le dos et tout. Et j'ai l'impression que les gens ils se remémorent la fin de Ferguson avec ce que lui a fait Geji. Et ils projettent ça sur Holloway. Alors que ils en sont pas du tout au même niveau de leur carrière, en fait. Bah, clairement, et puis c'est pas le même Holloway, il style. a montré aucun signe de faiblesse jusque-là. Si ce n'est ses défaites contre Volka, il n'y a rien de honteux. Et stylistiquement, ça n'a rien à voir. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même style, c'est pas la même, c'est pas le même niveau, c'est pas la même intelligence de combat aussi. Enfin, tu vois, c'est pas le même fight IQ, ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Et puis,
c'est pas la même manière de s'entraîner aussi, tu vois, aussi accessoirement. Tu vois, il y en a un qui est dans un vrai camp avec des vrais coachs, et puis tu as l'autre qui fait un peu ce qu'il veut, comme il veut, enfin, tu sais, avec des entraînements un peu absurdes, tu vois, Mm. qui nous ont fait rêver au début parce qu'on se disait, regarde comment il fait, il s'entraîne en escalade, des trucs et machin, on parlait tous de ses entraînements, mais force est de constater qu'en fait, quand tu perds tes aptitudes physiques, bon, bah, tes entraînements où tu viens grimper au mur ou au plafond, ou faire des saltos, ça, c'est pas ça qui va te sauver, quoi. Holloway, il est plus dans un schéma classique. Et donc, c'est un mec qui monte comme beaucoup sont déjà montés. Et puis, les gens oublient le combat qu'il a fait contre Poirier, vraiment. Ouais. Donc bon, bref, on en a déjà parlé, mais j'ai vrai que j'ai du mal à comprendre les critiques pour ce combat-là spécifiquement. C'est bizarre. Juste avant, on a parlé de Tyson, le combat qui était prévu potentiellement contre Fedor, qui ne s'est pas fait puisqu'il affronte Jake Paul. Tyson, il y a une de ses déclarations qui est ressortie, où il dit qu'il a vécu ses meilleures années en prison. Il a été condamné pour viol en 92. Il a été condamné à 6 ans de prison. Il est sorti au bout de 3. Et il dit, je cite, j'ai passé les 3 meilleures années de ma vie en prison. Et lorsqu'on lui demande, en fait, enfin, on lui demande comment il pouvait dire cela en sachant qu'il avait des millions sur son compte en banque à l'époque, il a répondu, mais j'étais en paix. Et écoute, je dois te dire quelque chose. Ça ne veut rien dire de l'argent quand tu n'as pas la paix, la stabilité ou ton équilibre. Vous avez besoin de votre santé mentale pour dicter n'importe quelle partie de votre vie. Je dis toujours aux gens que Dieu vous punit en vous donnant tout ce que vous voulez si vous ne pouvez pas le gérer. Donc, c'est marrant parce que on parle souvent, tu sais, des problèmes psychologiques des gens, des combattants. Mhm. Le fait, soit l'argent qui leur monte à la tête, enfin, tu sais, qui peut avoir un impact sur leur carrière avec McGregor. Soit le fait qu'ils ont besoin, ce besoin de combattre absolument parce que sinon ils tombent en dépression. Soit, soit des mecs qui font trop d'excès parce que voilà, l'argent et la célébrité leur montent à la tête. Tu vois, on avait Strickland là, il n'y a pas longtemps qui disait j'ai tout ce que je voulais, l'argent, la célébrité et tout ça, et pourtant je vais pas bien. Enfin, il y a plein de gens, il y a plein de gens comme ça. Et on peut comprendre que quand tu es dans le marasme, tu sais, des médias, que tu es une énorme star comme a été Tyson à l'époque, où tout lui souriait et tout lui était Ouais, parce facile. que faut se remémorer ce que représentait Tyson à l'époque, hein. C'est sûrement le mec le plus connu. Enfin, moi, je veux dire, mes enfants connaissent Tyson. Tu vois, il y a plein de gosses qui n'ont jamais vu de sport de combat, ils connaissent Mike Tyson. C'est encore une énorme star. C'est vraiment une star. À l'époque, c'était une star énorme. Sûrement le boxeur le plus connu, en fait. Ben, clairement, et puis il faut pas oublier d'où il vient. C'est-à-dire que c'est un mec qui vient de la rue, mais vraiment de la plus grande misère possible. Donc tu sais, quand tu viens et que tu n'as rien et que d'un coup, d'un seul, tu as tout, l'argent, les femmes, tous ces trucs-là, en fait, tu peux vite vriller, tu vois, et penser que tout est dû. Ce qui peut Et, sur, expliquer. et surtout qu'il il a pas été cadré, en fait, Tyson. Puisqu'il a perdu son entraîneur qui était son gérant, on va dire, qui est décédé. Donc finalement, il s'est retrouvé tout seul face à tout ça. Oui, 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 clairement. Donc ça a été une parenthèse dans sa vie, tu sais, qui lui a permis ouais, de pouvoir se recentrer sur les vraies choses, en fait. Tu sais, d'avoir cette vie qui se rappelle à toi en disant, mon gars, tu n'es rien, tu vois. Tout ne t'est pas dû et là, voilà, tu es puni pour ça. Et voilà, il a pu se recentrer un petit peu. Donc c'est une bonne chose. C'était une bonne chose pour lui. Mais c'est bon, j'espère que tous les combattants qui ont des problèmes psychologiques n'ont pas besoin de Ils passer n'iront par pas la en prison. c'est pour s'en rendre compte. Mais c'est vrai, hein, tu sais, je pense à un John Jones aussi, tu vois, qui a eu ces moments ces gros moments de délit de fuite, de drogue, d'alcool, De toute façon, on de- en avait déjà parlé, hein, je pense que tout grand champion, mais genre immense champion au niveau Tyson, Jones, même Volka, tout ça, hein, tous ces mecs-là, il y a un petit pet au casque. Pour aimer autant, se faire mal, pousser son corps aussi loin, etc., c'est que dans le fond, il y a un petit problème, tu vois, et on le voit, hein, ils ont tous des excès, alors que ce soit positif ou négatif, parce que Volkanovski, c'est pas des excès négatifs, en tout cas, pas qu'on sache, mais tu vois, le fait de toujours vouloir combattre, etc., c'est pas des mecs, j'ai l'impression que c'est pas des mecs qui sont. Ils n'arrivent pas à être heureux, en fait. Tu sais, ils courent après quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui,
Bah, la preuve, c'est qu'ils continuent à courir après quand ils font des combats encore à des âges avancés. Tu vois, Fedor, Tyson, tu vois, tous ces mecs-là. En fait, tout est en lien, tu vois. C'est vraiment ça. C'est qu'ils ont ce besoin, tu vois. La routine n'est pas possible pour eux. Ils peuvent pas Ouais. être là, tranquille, à regarder la télé, tu vois, les 12 coups de midi, et puis de vivre leur vie, tu vois. Ils ont besoin d'être encore dans le feu et de se mettre des challenges. C'est vraiment ça. Ça les pousse à faire ça. En tout cas, c'est la preuve aussi que l'argent n'est pas une motivation pour Mike Tyson, parce qu'il y a écrit dans le même article qu'en 2024, la valeur nette de Tyson est estimée à 10 millions de dollars. D'accord? À l'époque où il était boxeur, c'était 300 millions de dollars. Rien à voir. Mais avec 10 millions de dollars, tu vis déjà très bien. Là, il y a une estimation, il pourrait toucher 20 millions de dollars pour son combat contre Jack Paul. Mais bon, tu vois, quand tu as 10 millions de dollars, que tu as 57 piges, Non, mais il a plus en plus. Parce que 10 millions, c'est peut-être ce qu'il a actuellement, mais il a des sociétés, enfin, il a sa marque de CBD oui, qui marche très bien. Je crois qu'il a un podcast aussi qui marche très bien. En termes de valeur, il vaut plus que 10 millions, Mike Tyson. ouais. Donc c'est pour ça. C'est pas du tout l'argent qui doit le motiver. C'est vraiment le fait de se faire ce challenge-là, quoi. Ouais. Combat qui sera exhibition, en fait, finalement, hein. Ah, c'est bon, c'est officiel? J'ai pas vu. J'ai vu ça, ça sera une exhibition. Par contre, ça sera les mêmes règles que d'habitude, hein. Enfin, tu vois, le chaos sera permis, en tout cas pour le coup. Ah, donc c'est un vrai combat. Ouais. Parce qu'il y a exhibition où on se met d'accord sur le fait que ça soit tranquille, et il y a parce que McGregor contre Mayweather, c'était une exhibition. Oui, bien sûr. Ok. En tout cas, Tyson était, ou est, le GOAT, ça dépend des gens, des discussions, hein. Tu sais, il y a toujours des discussions pour savoir qui est le GOAT, et les discussions du GOAT feront toujours parler. Et le dernier en date qui a parlé, parce qu'on a parlé de Dana White la semaine dernière, là c'est Georges Saint-Pierre qui est revenu sur le fait que lui aussi donnait son GOAT. Et pour lui, ce n'est autre que John Jones. Il a dit ça au micro d'Henri Cerudo. Il dit pour lui, il est difficile de trouver quelqu'un de meilleur que Jones, car il est extrêmement talentueux et extrêmement résilient. Il revient sur ses victoires avec le bras disloqué contre Belfort ou son orteil cassé contre Scholzonen. Il dit les gens n'ont aucune idée de sa résistance. Pour lui, soit tu as le talent, soit tu as la résistance. Et lui, il a les deux, plus un excellent striking, une excellente lutte, un excellent grappling. Donc, ouais, pas photo. Pour lui, c'est le GOAT. Ouais, c'est honnête. Moi, je ne vais pas te contredire, je suis d'accord. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai quand tu regardes ça, quand tu vois à quel point il a su aller au-delà de lui-même, tu sais, sur certains combats. En plus, c'est vrai on met pas assez ça en valeur, tu sais, dans la discussion du GOAT. Tu sais, l'adversité que tu as eu aussi pendant tes combats, tu vois. C'est pas un élément qu'on met au premier plan en général. Là, c'est ce qu'a fait Georges Saint-Pierre et c'est pas déconnant de le mettre au premier plan, aussi cet élément-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et il précise bien que lui, en fait, peu importe ce qui s'est passé en dehors de la cage, quoi. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il y a dans la cage. Tu vois, Oui, non, sur ça, je suis d'accord. Moi, de toute façon, je me cale que sur ça, hein. L'extra sportif ne m'intéresse pas quand je parle de GOAT. oui, c'est tes accomplissements sportifs. Faut-il dissocier l'homme de De l'athlète? l'artiste. En tout cas, il continue dans cette interview avec un regret qu'il a exprimé, c'est de ne pas avoir combattu Khabib. Il dit que s'il s'était affronté en 2020, il aurait été confiant pour le battre. Que s'il lui avait mis la pression, enfin si Khabib lui avait mis la pression, il était sûr qu'il l'aurait amené au sol. Il précise tout de même que c'est pas genre, il dit pas qu'il aurait pu le battre à chaque fois, n'importe quand et tout ça. Il dit vraiment à ce moment-là, quand on lui avait évoqué l'idée, tu vois, il était sûr qu'à ce moment-là, il l'aurait battu. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un jour particulier où il s'est senti confiant. Donc voilà. Et Khabib, lui, il a répondu, il a dit, j'apprends beaucoup de ce gars. Même l'entendre parler de moi, c'est intéressant. Georges Saint-Pierre, tous les jours. Toute la journée, pardon. Donc, comme si il validait ce que disait Georges Saint-Pierre, tu sais. Mm. Ouais, écoute, de toute façon, ça, c'est subjectif, hein. On le saura jamais. Euh, Ça aurait été intéressant de le voir en welter. En fait, la question, elle est là. Ça aurait été intéressant de le voir en welter, mais Khabib n'est pas un welter, donc à partir de là, c'est compliqué de se faire une idée. Enfin, ils n'ont pas évolué dans la même KT.
Ouais, après, tu sais, on en parlait dans le podcast qu'on a fait, qu'on vous invite à écouter, Café Crème Sport. On parlait de l'UFC 100 où Georges Saint-Pierre il a combattu. Et j'ai évoqué l'idée, tu sais, voilà, j'ai posé la question, pour vous, qui aurait gagné, tu vois, ce combat-là? Et il y a un moment, tu sais, on parlait du cutting aussi, tu sais, de Georges Saint-Pierre. Et Mhm, tu disais à juste titre que l'un et l'autre, dans la vraie vie, faisaient à peu près le même poids. C'est à l'époque où ils mhm. combattaient. Donc, Ah oui, donc tu peux faire un catchweight. c'était pas déconnant, tu vois, de les faire s'affronter. Là-dessus, il y a pas de souci. Maintenant, la question, tu sais, quand tu vois le combat que Georges Saint-Pierre a fait à l'UFC 100, la masterclass qu'il a fait dans tous les domaines, moi, je me dis que potentiellement, il avait le potentiel pour gagner contre Khabib. Alors, stylistiquement, oui, on le sait qu'il a toutes les armes. Moi, je pense que ça dépend vraiment de la KT et de la dimension physique. C'est ça qui fait la différence. Parce que George, de toute façon, il ne peut pas descendre en lightweight. Physiquement, c'est pas possible. Non. Il cut déjà trop pour descendre à 77. Donc, si ça se fait en lightweight, je pense que Khabib, lui, à l'usure, il lui roule dessus, comme il a fait habituellement. Si le combat se fait dans la KT du dessus, ça équilibre les chances. Et là, dans ce cas-là, ouais. Ouais, mais tu vois, encore une fois, c'est pas. On peut être sûr de rien parce que ça dépend de la KT, en fait. Maintenant, c'est vrai que le Ça, George, ça part du même poids et qu'ils font le cutting et qu'après, il y a le rebond. Enfin, tu vois, ils sont au même poids le jour J, presque, tu vois. ouais, mais ça n'a rien à voir le poids. On parle de KT dans laquelle ils sont habitués à évoluer. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je vois ce que tu veux dire, mais bon, tu sais, il y a la puissance, parce que je vois, enfin, tu dis, il finirait à l'usure à la voir. Ça non plus, tu peux pas le savoir, en vrai. Non, ah non, Parce que, personne, parce que personne ne le sait, c'est mon avis subjectif. il est tellement dans la gestion, tu sais, Georges Saint-Pierre. En fait, ce qui était très intéressant quand on a analysé le combat à l'UFC 100, c'est de voir avec quelle finesse et quel brio il arrivait à changer de compartiment quand il en avait besoin et quand Mhm. c'était le moment, tu vois. Donc finalement, il était toujours à la manœuvre. C'est toujours lui qui dictait où allait le combat, quand ça allait, et donc dictait son rythme. Donc, dur d'aller lui rouler dessus et l'épuiser si jamais c'est lui qui te dicte le rythme au fur et à mesure du temps, tu vois. Oui, mais je pense que ce rythme, il ne peut pas le dicter en lightweight. Parce que ça lui demanderait trop d'énergie déjà. Et puis, il ne faut pas oublier que Georges, il était énorme pour sa KT. Ça veut dire qu'on parle de Khabib qui domine sa KT par un avantage physique, mais Georges aussi avait un avantage physique. Il était énorme. C'était un des plus gros cutters de l'époque. Pas dans le combat de l'UFC 100, hein. Parce que, L'avantage ouais, physique, c'était pour lui, hein. oh, il est énorme, Georges, hein. Mais Alves, il était encore plus énorme. Il est plus petit. Donc, il fait plus trapu. Non, pour moi, Georges, il est plus gros. Je sais pas. Je sais pas. Alves, il était quand même sacrément solide, hein. On n'a pas les Les poids. rebonds, les poids, mais il était quand même sacrément solide. Dans le rapport de force, c'était compliqué de le tenir au sol, hein. Ouais, ouais, mais parce qu'il était bon aussi techniquement. Oui, 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 mais il n'y avait pas que la technique, il y avait aussi beaucoup de puissance développée. Bref, on sort un peu du cadre là. Mais en tout cas, pour le coup, moi, c'est un de mes combats les plus regrettables aussi. Tu vois, mes combats regrets que j'ai, c'est celui-là. J'aurais voulu le voir. Et ce que je trouve dommage, c'est que Khabib n'autorise même pas le fait de nous l'offrir entre guillemets en grappling. Tu vois, j'aimerais tellement le voir, même en grappling, tu vois, ça m'intéresse. Non, moi, ça m'intéresse pas. UFC Fight Pass Invitational, pourquoi pas? Pourquoi? Enfin, Moi, moi, ça. même en MMA, ça m'intéresse. C'est pas un truc que je regrette. Moi, un combat que je regrette, c'est Georges Saint-Pierre Kamaru Usman, tu vois. Parce que là, c'est factuel. Même KT, mêmes armes. Ça m'aurait beaucoup intéressé. Et en plus, ça aurait mis un point final sur qui est le meilleur de cette KT. Parce que je pense qu'en 2020, justement, Georges était encore en pleine forme. Donc ça Non, non, pouvait se faire. ça, je suis d'accord. Effectivement, ce combat-là, il répond à des questions, mais c'est pas. Comment dire? C'est pas. Ouais, ça m'anime pas plus que ça. Tu vois. Je pense que c'est 2 heures différentes, 2 styles différents. Il n'y a pas ce côté, tu sais, domination écrasante. Kamaru, il a dominé ses adversaires, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Domination écrasante, il n'y a pas de souci, mais il y a la manière de dominer et d'écraser ses adversaires. Tu vois, moi, s'il y a vraiment une réponse sur qui des deux, enfin, des deux combattants, tu vois, potentiels dans un combat serait le plus dominant et le plus écrasant, ça se fait plus dans un combat Georges Saint-Pierre contre Khabib que dans un combat Georges Saint-Pierre contre Kamaru.
Ta vision. Ma vision et ma visière. Celle-là, c'est une vanne qui passera pas du tout quand elle Pas sera du calée. tout. À l'audio, elle passera pas. Je parle de la casquette. Bref, effectivement. Mais non, mais j'aimerais bien le voir sur un UFC Fight Pass Invitational, si on pouvait nous offrir ce combat-là. Mais Parce non, que bon, ça n'arrivera jamais. ça n'arrivera jamais. Non, mais je sais que ça n'arrivera jamais, mais c'est toute la bêtise de la chose. Tu vois, que tu ne veuilles plus combattre sans ton père en MMA et tout ça, je le comprends. Tout à fait, je le respecte à 1000%. Mais vas-y, faire un combat de grappling, ça va, c'est pour rigoler. Et surtout que c'est pas comme s'il avait Mais- complètement arrêté. Le mec, il s'entraîne encore. Il s'entraîne encore. oui, mais tu sais très bien que s'entraîner et faire de la compétition, c'est deux choses différentes. Quand tu veux Mais c'est plus faire, tu veux plus faire. pas de la compétition. Mais bien C'est sûr que c'est de la compétition, le monde entier va te juger. c'est pour rigoler. Bah, rigole chez toi, tout seul. Bah justement, devant ma télé, devant l'UFC Fight Pass Invitational, tu vois, j'ai envie de rigoler, tu vois. Non, j'aimerais bien voir ce combat. Il y a des combats comme ça que j'ai envie de voir. C'est comme ça. Tu vois, quand tu vois Georges Saint-Pierre, la qualité du travail qu'il fait encore en grappling aujourd'hui, en s'entraînant avec Danaher, en s'entraînant avec Braulio Estima, en s'entraînant avec Roger Gracie, tu vois, en s'entraînant avec Gordon Ryan. Putain, j'ai envie de voir ce que ça donne, tu vois. Et quelle meilleure opposition on peut lui donner. Alors, il y avait Demian Maia, c'était super. Non, moi, Demian Maia, je préfère Demian Maia. Mais ouais, mais quand même, il y a ce truc, tu vois. Il y a ce truc. J'ai envie de voir ce combat-là. Dites-nous si vous êtes plus Team Rolly ou Team Jarod là-dessus, si c'est un combat qui vous plairait de voir ou pas, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien voir ce combat-là. Est-ce que vous préférez un Demian Maia, bah, ils vont dire, ouais, je sais pas, Demian Maia contre Georges Saint-Pierre ou Khabib contre Georges Saint-Pierre? Voilà, c'est la question du jour. On va voir ça. Bref, on reste dans le grappling, parce que c'est important le grappling, surtout chez nous. Et Pereira s'entraîne en grappling, enfin en tout cas, il s'entraîne, je pense qu'il s'entraîne toujours, c'est pour l'UFC 300, là pour le coup, mais je pense qu'il s'entraîne toujours. Mais là, il y a une vidéo qui est sortie d'un cours de grappling qui a été partagée et il est donc dans l'académie de Teixeira et il s'entraîne dans le cours de grappe. Et ça me rassure pas du tout sur son niveau de grappling, de ce que j'ai vu, hein, de ce que j'ai vu. Pour moi, il a le niveau d'une bonne ceinture bleue et encore qui compense son déficit technique par beaucoup de puissance. Tu vois, vraiment. Enfin, ceinture marron, là, je confirme, en l'ayant vu, qu'il n'est pas ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, c'est impossible. En tout cas, il l'est, hein, mais je veux dire, son niveau, c'est pas du tout le niveau d'une ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Tout en puissance. Alors, on voit qu'il a les chemins, tu vois. Il a les chemins. Mais il n'est pas du tout bon sur ses appuis. Il est toujours les genoux, comment dire, les genoux à terre. Tu vois, il est jamais sur les orteils. Enfin, tu vois, quand il se déplace, quand il passe d'un côté à l'autre de son adversaire, il est sur les genoux, chose qu'il ne faut pas faire parce qu'en fait, t'as pas assez de contrôle, t'es pas En assez, pression. t'es pas assez en pression et puis t'es pas assez dynamique pour pouvoir tourner vraiment et suivre vraiment ton adversaire quand tu es à genoux, quoi. Donc voilà, sa garde, c'est une passoire. Tu vois, il y a un mec, là, un des combats, parce que tu vois des sparring, le mec, il le passe, mais il passe un knee slide à l'arrache à chaque fois. Un knee slide, c'est quand tu rentres le genou pour glisser en fait sur le flanc de ton adversaire. Systématiquement, c'est catastrophique. En fait, dès que l'adversaire il est à peu près au même poids que lui, c'est laborieux. Il domine des mecs qui sont beaucoup plus légers. On va pas se mentir, parce qu'il y a le rapport de force. Et encore, il domine quand il est au-dessus, hein. Quand il est en dessous, c'est pas du tout le cas. Euh, Qu'est-ce que je disais? Quand il est dans la garde de l'adversaire, il vient pousser. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'en ai vu deux faire ça. Pousser avec le front, le menton de l'adversaire. Tu sais, tu es dans la garde de l'adversaire et tu mets la pression comme ça. Ce qui fait qu'en fait, bah, tout le temps que tu fais ça, ça gêne, hein, entre guillemets, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire quand tu as l'habitude de faire du sol. Bah, c'est du temps qu'il met pas à essayer de sortir de la garde, quoi. De prendre de la distance et de se relever, de sortir de la garde. J'aurais préféré voir ça plutôt que de le voir pendant une demi-heure faire ça avec sa tête là sur le menton de son adversaire. Enfin, ça montre une pauvreté technique. Parce que quand tu as de la technique, jamais tu fais ça, quoi. Tu vois, Moi, jamais tu restes là. j'ai pas vu la vidéo. Donc, je peux pas rebondir sur la vidéo. Maintenant, bah, écoute, on le savait, hein, puisqu'on voit ses combats. Mais je suis pas plus inquiet que ça parce que finalement, il y a le factuel. Il a jamais été soumis. Alors, il est dur à soumettre. Ça, c'est vrai. Tu vois les mecs qui essaient de le soumettre, c'est sûr. Il est dur à soumettre. Le mec, c'est une brique, hein. De toute façon, tu sens que c'est une brique. Donc, effectivement, il est dur à bouger.
Euh, mais est-ce que tu as vraiment besoin de soumettre en MMA, tu vois? En fait, tu sais, quand je vois ce truc-là, quand je vois cette vidéo-là, tu vois, enfin, il y a, comment dire, je vais finir juste avec le fait qu'il sait pas recomposer une garde, tu vois, et il a des chemins vers la soumission, mais qu'il finalise très rarement. Tu vois, c'est vraiment les trucs que j'ai analysé avec lui. Euh, En MMA, t'as pas besoin de soumettre. Tu peux juste prendre des positions et mettre du grand and pound. Tu vois? Alors, force est de constater que, effectivement, les mecs n'ont pas réussi à s'installer et tout ça. Je le dis, je le répète, Prochaska, il a fait le con. Prochaska, il a fait le con. Au lieu d'essayer de le frapper de sa garde, il aurait dû essayer de le passer. Quand je vois comment c'est. Là, en fait, le problème, c'est quand tu divulgues des vidéos comme ça, et putain, moi, je suis un adversaire qui maîtrise un tout petit peu le sol, je vois le chemin tout de suite. Tu vois? Tu l'amènes au sol, tu lui passes la garde. Plus jamais il revient. Plus jamais il recompose. Avec des mecs qui ont le même physique, le même gabarit, les mêmes aptitudes physiques, parce que là, on parle pas de. Tu sais très bien comment c'est dans les cours, où tu as des gabarits différents, des niveaux différents, donc tu peux briller un petit peu, tu vois. Mais quand tu es deux mecs qui ont la même prépa physique, tu vois, qui sont deux combattants pro, deux mecs qui ont des vraies positions de combattants de MMA, et on sait que les positions des combattants de MMA, tu vois, elles sont quand même elles sont bonnes. Tu vois, ils mettent vraiment l'accent sur les positions, tu vois, les combattants de MMA au sol. Crois-moi, tu lui passes la garde, c'est fini. Tu lui prends la montre, c'est fini. Fini, fini, fini. Il va avoir les bras en l'air et derrière, t'as plus qu'à le finaliser. Ouais, mais moi je pense que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on l'aurait vu sinon. Parce qu'il a Contre affronté Blakovic. un Blakovic qui était complètement cramé par le fait que ça se passe en altitude à Salt Lake City, Ouais, tu mais vois. lui aussi il était cramé. Il l'a pas montré. Oh, il était cramé. Les deux étaient cramés. Ouais, Et mais le c'est premier round, il est pas cramé. c'est plus facile, tu sais, de garder quelqu'un dans la. Tu sais, en fait, le truc, c'est qu'il l'a gardé dans sa garde à chaque fois. Moi, C'était une garde. je pense qu'il a ce facteur X où quand tu tournes avec lui, tu te rends compte que merde. Ah merde, il est nul, mais c'est pas aussi facile que ça. Ah, non, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne ceinture bleue, tu sais, puissante, tu vois. Il a les chemins. Je pense pas que ça soit facile. Maintenant, je pense que Le truc, c'est que dans la catégorie, il y a personne, à part Ankalaev, ouais. stylistiquement, à part Ankalaev, je vois personne lui poser de problème au sol. Parce que Non, de toute façon, il a jamais tenté un takedown. Donc ça, c'est plus rapide. Ça va même pas aller au sol, logiquement. Donc, mis à part ça, en fait, le pire profil pour lui, ça aurait été un Glover. Ouais, exactement. jamais de la vie, il passe un Glover. Jamais de la vie. Mais C'est même un jamais. combat facile. Pour Glover, c'est un combat facile. Ouais. Premier single leg, il l'arrache, il passe latéral, monté, il le finit. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comme quoi, hein, faut vraiment que les planètes s'alignent pour être champion dans ta catégorie, tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait des profils qui vont bien avec toi, quoi. Tu vois. Mais je suis d'accord avec l'histoire du Factory. Tu sais très bien, on l'a déjà vécu, des mecs comme ça qui sont pas super bons, mais tu as du mal à jouer avec eux. Mais encore une fois, ça dépend du gabarit. Tu vois. Quand c'est quand même ton gabarit, tu arrives quand même à gérer un minimum. Ouais, ouais, non, je suis d'accord, mais force est de constater qu'il y a été quand même plusieurs fois au sol, quasiment à chaque combat, et que personne n'a trouvé la solution. Quasiment à chaque combat. Il a été contre qui? Adesanya? Oui, bon, Adesanya, ça compte pas. Voilà. Blako- Blakovic, Ouais, euh, comment il s'appelle, Prochaska, ouais. et ses combats d'avant en middleweight, il est déjà tombé. Il a déjà été au sol, il me semble. Mais dans tous les cas, si on parle rien que sur les deux derniers cités, ils sont très complets. Et un Blakovic est très fort au sol. Non, Blakovic est très fort au sol. Blakovic, ouais. Mais j'aimerais bien le revoir ce combat contre Blakovic, tu vois. Revoir un combat contre Blakovic dans un lieu neutre, tu vois. Enfin, tu vois, pas en altitude comme c'est le cas à Salt Lake City. Ça, c'est un combat Ouais, que j'aimerais bien voir. ouais, Parce que je suis sûr que lui, pour le coup, il peut lui rouler dessus. faut voir. Je parie plus contre Pereira. Trop d'incertitudes. Il faut déjà qu'il passe sa guerre en striking contre Hill déjà. Contre Hill. Bref, en tout cas, la montée en poids lourd, compliquée. Pour le coup, Oh non, là, pour le coup, là, je parie contre lui. Là. ouais.
Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, monter en poids lourd, oui. Nous, on va monter en poids lourd. Lui, non, pas encore, mais nous, oui. Avec le combat Pavlovich contre Volkov, qui potentiellement pourrait peut-être être annulé. Tout simplement parce que les deux n'ont pas été prévenus avant l'annonce du combat. En fait, encore une dinguerie de l'UFC qui annonce des combats comme ça alors qu'ils n'en ont pas parlé aux deux principaux intéressés. Surtout que les deux s'entraînent périodiquement ensemble et que, à part pour une ceinture ou une ceinture intérimaire, ils ne veulent pas s'affronter particulièrement. Donc, en sachant que il y avait un combat qui était prévu, enfin potentiel entre Pavlovich et Gann à l'UFC Paris, qui finalement ne s'est pas fait au profit de ce combat-là. Maintenant, il y a deux cas de figure possibles. Soit, comment dire, soit ils refont le combat Pavlovich contre Gann à l'UFC Paris ou là à Riyad, soit les managers n'arrivent pas à faire en sorte que le combat soit annulé, parce qu'ils veulent vraiment chercher à annuler le combat. Et dans ce cas-là, le combat est maintenu et Gann, on verra ce qui se passe. C'est quand même une dinguerie de la part de l'UFC de continuer à faire ce genre de choses, tu sais, de forcer la main finalement aux combattants. Parce que c'est ce qui se passe, tu sais. Je ne pense pas qu'ils vont annuler le combat, très clairement. Je Moi ne non les vois plus. pas annuler le combat. Non, moi non plus, je les vois pas annuler le combat. Et tu te retrouves, ouais, pour le coup, tu te retrouves vraiment piégé. Parce que même si tu te dis, allez, je vais inventer une blessure. Tu vois, je pense que ça te passe dans la tête. Je veux pas faire ce combat, je vais sortir une blessure, je vais trouver une excuse, une feinte. Tu serais mis au placard derrière. Bah, le truc, c'est que tu peux le faire si t'as pas fait tout ce tintouin avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas dit comme quoi tu voulais pas que le combat se fasse. C'est soit tu le dis tout de suite entre vous, tu dis bon, écoute, il y en a un de nous deux qui va se blesser et puis on le fera pas. Mais si tu commences à mettre en place les managers, les trucs, les machins, c'est trop tard, c'est médiatisé. Donc si tu le blesses, tout le monde va dire ouais, mais il s'est blessé parce que justement, il voulait pas s'affronter. Tu vois, comme Charles Oliveira contre Makhachev, où il s'ouvre l'arcade et qui fait pas le nécessaire pour aller voir l'UFC, qui aurait pu recoudre, tu vois, il voulait Mm. pas faire ce combat-là. Il l'a dit et redit, et finalement, il s'ouvre l'arcade 2 jours avant le combat. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais bon, ça prouve quand même qu'ils voulaient vraiment pas. Mais déjà, d'où c'est sorti le Pavlovich Gan? Est-ce que c'est eux qui l'ont déclaré que c'était en travail ou pas? J'ai pas l'info là-dessus. Non, non, là, c'est une supposition, c'est tout, hein. Il n'y a rien Euh, d'officiel sur la mise en place de ce combat, hein. non, non, visiblement, il y a eu une vraie proposition qui a été faite entre les deux. Maintenant, savoir est-ce qu'elle a abouti par un oui, par un non, par un peut-être, tu vois, on ne sait pas. C'est ça qu'on ne sait pas. Mais il y a une vraie Mm. proposition entre les deux De l'UFC. de l'UFC. Bah, je me doute que ce soit de l'UFC, parce que sinon, ça n'a pas de valeur, tu vois. Donc, et en fait, finalement, ils ont privilégié Volkov Pavlovich pour Riyad. Ah, mais ça colle avec ce qu'on disait. Ils veulent pas que Gagne il ait un gros combat. Ouais. Bah, là, ouais. Après, s'ils arrivent à faire annuler le combat, admettons, ce qui serait très mauvais pour l'un des deux, ou voire les deux. Parce que le problème, tu sais, il n'y aura pas de négociation de salaire là pour le coup, hein. C'est pas des assez grosses stars pour qu'il y ait une négociation de salaire. Pour le coup, ils vont dire, OK, vous voulez annuler le combat, OK, on verra, on reviendra vers vous plus tard. Tu vois, c'est vraiment ça. Bien, bien plus tard. C'est ça. Soyez patient. Soyez patient, on reviendra vers vous. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Les planètes peuvent s'aligner. Et dans ce cas-là, il peut y avoir peut-être comment dire, un Gann Pavlovich qui se remet en place pour l'UFC Paris ou pour Riyad, tu vois. Et dans ce cas-là, ça le rapprocherait en cas de victoire d'un titre beaucoup plus rapidement que c'était prévu initialement là par l'UFC. Donc, Tu sais, tous les poids lourds, ils sont avertis. Il y a l'avertissement devant eux. Cyril Gann. Tu vois où ça mène de refuser des combats. ouais, Ils vont pas refuser. je pense pas non plus. Ils vont Je pas pense. refuser. En plus, c'est super intéressant de combattre en Arabie Saoudite. On l'a dit en termes d'impôts et tout. Parce qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Tu vois, tout combattant veut combattre là-bas. Donc, c'est perdre de l'argent, perdre beaucoup d'argent, se faire mettre au placard par l'UFC. Il y a trop d'enjeux. Non, je pense qu'ils vont tenter le coup de poker, qu'ils vont essayer de négocier un peu de salaire. Et puis derrière, après, ça va s'arrêter. Mm. Oui, c'est ça, en fait. En fait, je pense que l'UFC même anticipe ça. Quand ils annoncent un combat comme ça, sans prévenir les combattants, ils anticipent la surnégociation derrière. C'est déjà compris dans leur tête qu'ils vont lâcher un peu plus. Et puis voilà, de toute façon, c'est l'Arabie Saoudite qui paye. Donc.
C'est ça, ça va avec les 200 millions. Non, 25 millions. 25 millions, Ah, t'étais trop généreux. c'est trop généreux. Non, mais ils ont les moyens illimités. Allez, ils lâcheront quelques millions en plus. Bref, en tout cas, on verra ça. Il y aura une suite de dossiers là-dessus, mais bon, en tout cas, l'UFC est de plus en plus friand de faire ces choses-là, en fait, de ne pas laisser le choix. Tu sais, j'ai l'impression que quand ils veulent absolument qu'un combat se fasse, pas forcément pour ce combat-là, mais pour la catégorie, tu vois, euh, c'est un moyen pour eux de pas laisser le choix. Ouais, ouais, je suis Donc, d'accord. quelle bande de mafieux, c'est ceux-là. On continue. Chris Weidman, qui met en garde Conor McGregor sur les effets psychologiques de sa fracture. Weidman explique que même si tu crois, en fait, les deux, alors déjà, remettons le contexte, Chris Weidman s'était pété le tibia, tout comme Anderson Silva, sur un kick. Donc, ils ont mis beaucoup de temps à s'en remettre. Conor McGregor, avec Poirier, pareil, avait eu sa jambe cassée, un peu d'un point de vue similaire, mais même si c'est pas tout à fait la même chose, on reviendra dessus à la fin. Après, si je dis pas n'importe quoi, il me semble que Weidman, ça va être encore plus loin que Anderson Silva, dans le sens où il y avait eu je sais plus, des nerfs ou des choses comme ça qui avaient été vraiment lésés. Attends, parce que justement, je vais en parler à la fin de ça. Ok, Vraiment, pour le coup, on met le contexte et après, on vas-y. parlera justement de l'impact potentiel sur Connor, tu vois. Donc Weidman explique que même si tu crois que tu es prêt, qu'il y a des signaux d'alerte avec lesquels tu dois te préparer, car on ne sera pas forcément en mesure de riposter en fait comme on le voudrait. Il faut donc s'entraîner à riposter avec cette éventualité. Il dit qu'il doit s'inspirer, alors ça c'est ça qui m'a beaucoup fait rire, hein, il doit s'inspirer de son dernier combat et d'en tirer les leçons. En gros, voilà, tu veux gagner, il n'y a pas d'autre choix. Ta jambe est morte, affûte tes doigts. Tu vas les rentrer dans les yeux de Chandler. Oh là là, non, c'est juste une parenthèse, c'est honteux ce qu'il a fait dans C'est son combat. honteux. C'est Ouais. honteux. Le mec, il envoie IPOC sur IPOC et derrière, il lui dit, mais hey, frère, je t'ai Non, mais là, battu. pour le coup, j'espère que le résultat, il sera changé. Là, là c'est honteux. Là. Pereira, Ça, midi. ça, ça mérite même pas un no contest. Là. Ça mérite une disqualification, en fait. Hein. Et bien sûr. Alors lui, il met en avant le fait que lui aussi, il en a pris un. Il en a pris un. Et pendant qu'il en a pris un, il en a mis deux. Enfin, quand même, une des phases finales, il met les deux doigts dans chaque œil. Très précis, par contre. Tu sais, il a dû travailler avec un grand moine chinois, là. Tu sais, ça me Krav fait penser Maga. à Kill, Kill Bill. Tu sais. Il vient prendre l'œil comme ça, là. Donc ouais, non, non, je pense pas que ça soit le meilleur exemple à suivre. Mais déjà, moi, il y a deux choses. Et c'est là où on va commencer à parler de ces trucs-là. C'est que les deux blessures ne sont pas les mêmes, à mon sens. Même les trois blessures, si on met Anderson Silva, Weidman et Connor, c'est pas les mêmes blessures, même si c'est la même localisation, tu vois, c'est le même effet, mais c'est pas la même blessure. Et surtout, la réaction euh, pendant la blessure d'Anderson Silva, Weidman et Connor, c'est pas la même chose non plus, tu vois. T'en as deux qui se sont pété net la jambe en tapant. En tapant. C'est-à-dire que c'est le tibia cassé. On a tous vu cette blessure un million de fois. La baguette mouillée, tu viens, tu tapes, la jambe, elle part boum, comme une baguette mouillée. Hmm. C'est la blessure qui te fait le plus mal au cœur quand tu la vois, honnêtement. Enfin, sauf quand tu es fan de blessures de skate, tu vois, de trucs comme ça, tu vois, là où là, tu vois des trucs un peu plus. Shérif Faso, tu sais, coach de boxe du club On s'en fout, on s'entraîne, Osfos, qui est friand des chutes, des gamelles, Ah, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal à regarder ça. il en partage tout le temps, tu sais, en story. Et il y en a certaines qui sont chaudes, de chez chaudes. Mais dans les sports de combat, en tout cas, on va dire que c'est la blessure qui te fait le plus mal au cœur, qui te fait des petits zigouis dans le dos, là, tu sais, des. Ah, Mais, ah. euh, même en termes de pratiquant, hein. Moi, j'ai toujours eu cette crainte sur les low kicks de prendre le genou et de me casser le tibia. Bah, tu sais que je l'avais pas pendant des années. Je l'ai pas eu parce que j'étais un gros low kicker, donc il n'y avait pas de souci là-dessus, tu vois, j'envoyais beaucoup de low kicks. Et puis, je sais pas pourquoi, mais avec le temps, j'ai commencé à sentir une faiblesse. Tu vois, mais c'était psychologique, hein. Mais où je me disais, ah, quand même, ça Et peut tu arriver. vois, le pire, c'est que c'est sur ces phases-là où quand tu commences à sentir la faiblesse, tu vas le mettre avec moins de vitesse, etc., parce que tu le mets avec crainte, et c'est là où tu vas te blesser. Exactement. T'oses plus. Ce qui fait que, et puis, et ouais, c'est ce qui fait que ça te gêne. Et là, je suis d'accord avec Weidman pour ça.
Tu vois, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est sur les trucs où tu t'en prends pas conscience jusqu'à ce que tu te remettes à boxer et que tu fasses ouais, ah, oui, non, c'est vrai, c'est pas comme d'habitude. Tu vois, Hmm. surtout quand tu boxes après sans protège bien. Mais et donc eux, c'était une blessure nette où ça venait casser direct. McGregor, c'est quand il a posé le pied où finalement en bas la cheville s'est tordue, tu sais, donc ça a cassé, mais t'as pas ce même truc où tu vois ta jambe, tu sens ta jambe en fait dans l'impact faire. Tu vois, c'est vraiment ça. J'imagine le son D'accord. faire paf. Là, il a juste posé le pied, ça fait tu sais, comme une entorse. Et En puis fait, McGregor, il me semble que juste avant, il avait vu le médecin. Il s'était blessé en sparring déjà. Non, c'était pas là, c'était pas ça? peut-être, je me souviens plus. Il avait déjà une blessure au niveau du tibia. Même on voit dans le reportage où le médecin le suit, etc. Donc, c'est pas pareil. T'es C'est prêt pas psychologiquement. pareil. Ouais, je sais pas, c'est pas pareil. Il avait déjà mal. C'est limite, en fait, il y avait une chance sur deux pour que ça pète, quoi. Tu vois, c'était plus de l'usure. La jambe était déjà abîmée. C'est pas ta jambe, elle est à 100%, tu kicks et boum. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense que l'effet psychologique n'est pas le même. Donc, et tu le vois, il y en a deux qui se sont écrasés par terre en hurlant de douleur. Tu vois, et puis surtout parce que je pense, tu sais, le cerveau fait bien les choses, ou mal les choses, ou je sais pas. Mais tu sais, quand tu vois ta blessure, tu sais, j'avais entendu ça quelque part. On t'arrache un bras, tu vois, si ça se fait comme ça, on te coupe un bras. Tant que tu l'as pas regardé, t'as pas mal. C'est à partir du moment où tu le regardes que là, tu commences à sentir Mhm, la douleur. Tes yeux donnent l'information au cerveau, hey, il y a un truc qui va pas, tu vois. mhm. Et quand tu kicks comme ça et que tu le prends et que ta jambe elle pète, tu la vois en fait devant toi, tu vois ta jambe qui part, tu vois. Donc tu as ce côté cerveau qui fait mal. Là, c'est passé derrière lui. Sa jambe elle s'est tordue. Ça se trouve au début, il a dû croire que c'était une entorse. Tu vois, qu'il s'était tordu la cheville ou une connerie comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas réagi de la même manière. Tu en as deux donc, qui étaient par terre en train de se tordre de douleur, et tu en as un autre qui s'est assis tranquillement et qui a dit déjà c'est un arrêt du docteur, et en plus de ça, qui C'est continue ça, en fait. Poirier en lui disant il lui va lui casser la gueule et tout le tintouin et Et patati qu'il avait sa femme dans les DM. et qu'il avait sa femme dans ses DM. Donc le mec continuait en fait à être dans son combat alors qu'il était out de son combat de par sa blessure. C'est pas du tout la même chose dans l'approche. Maintenant, ça ne veut pas dire que le jour J, tu vois, il n'y aura pas un impact. Une fois que tu es redescendu, une fois que tu es passé par toute la récup, une fois que tu es... Parce que c'est ça aussi, tu sais, quand tu as eu des années, enfin des mois de remise en forme, de réathlétisation, de tout ça, ci, de tout cela, tu te dis, oh là, si je dois repasser par là, quelle galère. Maintenant, encore là, il y a encore deux choses différentes. Les moyens. Dans le premier cas, tu en as qui sont là, il n'y a que le sport dans leur vie, il n'y a que le fight. Dans l'autre cas, lui, il s'en fout parce qu'il a d'autres choses, tu vois. Il était sur son yacht, il faisait la promotion de son baume. En plus, je sais pas si tu te souviens, dans sa récup, CBD. le baume CBD qui te fait taper mal, tu vois. Il faisait de la muscu, il arrivait en chaise roulante et puis après en béquille, il faisait de la muscu à n'en plus finir. Enfin, le mec, je crois qu'il est animé de choses différentes des autres. Non, mais c'est surtout, comme tu l'as dit, il n'est pas dépendant de ça, en fait. Les mecs, eux, pour le coup, ça a mis un vrai frein à leur carrière. Bah, de toute façon, ils sont jamais revenus. Anderson Silva n'est jamais revenu derrière. C'était une autre personne. Et Chris Weidman, pareil. Même s'il il a gagné, bon, c'est ce qu'on peut appeler ça une victoire. C'est ça. Mais voilà, tu reviens pas à ton meilleur niveau. Moi, je pense que, et comme je te le disais, la blessure de Chris Weidman n'a rien à voir. Lui, pour le coup, il y a eu des complications en plus, où il a failli perdre sa jambe. Donc, psychologiquement, c'est pas pareil. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est pour ça. Donc, il peut le mettre en garde, mais je sais pas, je pense pas que ça aura un impact plus que ça dans le combat. Enfin, tu le vois, tu sais, enfin, tu le vois quand il fait du sparring, tu vois, il kick. Il kick, il Ouais, kick. bah, après, il kick en protège tibia. C'est Il- c'est- c'est- c'est pas du tout pareil. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je sais pas. Je le sens assez fou pour en avoir rien à faire, en fait. Moi, je Il suis s'est, d'accord. il a déjà combattu avec d'énormes blessures, avec des ligaments rompus, enfin, tu vois, il a quand même fait Chad Mendes avec le genou mort, avec les ligaments rompus. Mhm. Donc, et ça ne s'est pas vu, ça n'a pas impacté son combat. Non, je crois que tu as des mecs qui sont pas faits comme toi, tu vois. Non, et C'est-à-dire, puis il y a du temps. Il y a tu vois, beaucoup de c'est temps comme qui s'est si, passé. c'est comme si justement, je vais reprendre l'exemple d'un skateur ou tu sais, de n'importe quel mec qui fait des sports extrêmes et que tu vas lui dire, écoute,
Bon, tu t'es cassé la jambe salement. Tu vas peut-être pas revenir et refaire des tricks comme tu as l'habitude de faire. Les mecs, Ça ils les fait s'en foutent. rire, les mecs. Ça Et les les fait mecs, rire. Mais, leur plâtre, et ils en font encore, tu vois, mais on le voit au club. Même si c'est pas un skateur de ouf, tu vois, Luc, Luc. le mec se blesse toutes les semaines, il se fait une entorse, il te l'envoie fièrement en photo, il est content. Limite, c'est des trophées pour eux. C'est une folie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai, hein. Et il revient s'entraîner et il a mal, mais c'est pas grave. En fait, ils ont une gestion de la douleur qui est différente des autres, tu vois. Donc oui, non, je pense qu'il fait partie des gens qui font partie de cette trempe-là, tu vois. Donc ouais. Et puis de toute façon, même si vraiment ça avait un impact, Connor, il s'adapterait, tu vois. Mais comme les autres, mais lui, pour le coup, je pense que ça n'aurait pas un grand impact dans son style, parce que sur ses derniers combats, de toute façon, c'est quasi exclusivement de l'anglaise. Ouais. Oui, oui, il pourrait kicker avec sa jambe saine. Et puis derrière, boxer en anglaise. Oui, oui, effectivement, il est varié en termes d'armes, tu vois. C'est pas prépondérant, c'est pas comme un José Aldo, tu sais, qui, quand il pouvait plus kicker, il a eu vraiment un long temps d'adaptation, tu vois. Mm. Donc, lui, il pourrait se raccrocher à ça, à son anglaise. Effectivement, s'il sent que dans le combat, ça va pas, il a d'autres armes. Il pourrait faire autrement. Donc, ouais. Mais en tout cas, voilà. Mais par contre, j'ai pas de mal. Ce qui est important, par contre, là-dedans, c'est pas sur le point de vue Connor, tu vois, qu'ils le mettent en garde, mais sur le fait de parler en fait de l'après-blessure et de dire comme quoi ça peut avoir un véritable impact. Tu sais, c'est comme tout. C'est ce que, tu sais, j'en parlais la dernière fois, je sais pas si c'était sur un podcast ou pas, je sais plus, mais du cycle de la confiance. Tu sais, Mhm. si c'était sur un podcast où j'en parlais, tu vois. Oui. Tu viens, t'es confiant, tu fais ce que tu as à faire, puis un jour, boum, tu tombes, tu chutes, tu te casses, tu fais quelque chose. Puis après, tu te remets, puis tu reviens petit à petit, puis tu reprends confiance. Et en fait, tu fais attention, mais après, tu prends confiance, et puis après, tu te remets Et à faire n'importe quoi, puis tu te casses, tu peux, et puis après, tu reprends. Et c'est le cycle de la confiance. Ça tout le monde existe l'a pour vécu. tout le Tout le temps. monde l'a vécu, ça. Tu vois, moi, quand je me suis blessé en compète, que je me suis luxé le genou, après, c'est vrai que psychologiquement, j'ai mis pratiquement 1 an à reprendre une butterfly et à charger les mecs avec ma jambe. C'était sur cette action que je m'étais blessé. Et ça met du temps à revenir. Et puis, à fur et à mesure, tu le fais timidement au début. Et comme tu dis, tu reprends confiance et ça revient. Et jusqu'au moment où tu te fais l'autre genou. C'est pour ça qu'il vient plus s'entraîner. Jusqu'à temps que l'autre genou lâche. Non, mais c'est vrai. Mais et sur les coups d'arrêt, tiens, je repense à toi aussi, quand tu faisais ta Marcellotine et que tu t'es blessé au poignet, que tu as arrêté complètement de la faire. Ouais. Tu vois. Ouais, je me suis sauté le poignet. Ah, c'est vrai. Et je me Après, rappelle aussi, tu sais, quand tu faisais tu le mec et tout, genre, le mec s'est blessé partout, le mec, mec. ce mec, il fait des techniques et c'est lui qui tape à chaque fois. C'était contre Mourad, je m'en souviens. Je sais plus Ouais, où c'était, ouais, ouais, mais c'est à Gennevilliers. à Gennevilliers. Ouais. Et en plus, gentiment, il te dit, mais tu sais, tu pourrais prendre ton poignet, comme ça tu te tordrais pas la main. Ouais, de ouf. Ah, mais comme tu as dit, jusqu'au moment, tant que ça pète pas, en fait, même si tu fais des erreurs, tant que ça pète pas, que ça tient, bah, tu continues. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et après, tu modifies ton jeu. De toute façon, par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est que tu modifies ton jeu. Tu vois, on s'est Exactement. blessé et on a tous fait autrement. Tu vois, on a tous fait autrement au bout d'un moment. Tu vois, tu te pètes l'orteil en faisant un front kick, bah, tu vas kicker autrement. Tu vois, tu te pètes le coude, bah, tu vas boxer autrement. Enfin, tu vois, et puis en même temps, ça te fait progresser parce que ça te donne d'autres chemins aussi. Tu vois. Mhm. Donc, de parler de l'après-blessure, c'est vrai que c'était important. C'est vrai que c'était important. On n'en parle pas suffisamment, en fait. Tu sais, on pense que voilà, les mecs se blessent et puis après, ils reviennent à 100%. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, même psychologiquement, et ça met du temps. Ça met du temps. Ouais. Bref, on tourne cette page et on va parler du prochain adversaire de Taylor Lapillus. Donc, un adversaire qui, pour les Français, c'est un nom qui résonne, en tout cas pour ceux qui suivent le MMA depuis longtemps. Donc, ce sera en fait Cody Stamann qui vont s'affronter le 8 juin à l'Apex, à Las Vegas. Ils aiment bien mettre les Français à l'Apex, hein, on va pas se mentir. Donc, Cody Stamann, c'est 21 victoires, 7 KO, 2 soumissions, 12 décisions et 6 défaites, 2 soumissions et 4 décisions. Et il reste sur une défaite à la décision en mai 2023. Mais par contre, attention, parce que les défaites qu'il a eues, c'est contre Sterling, Dvalishvili, Saïd Nurmagomedov. Il a un draw contre Son Yadong, donc un match nul contre Son Yadong. C'est pas n'importe quoi. C'est quand même un client.
Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, dans ces 12 décisions victorieuses, il y en a une qui est C'est contre contre Tom. Tom Duquesnoy par décision partagée en 2017. Tom qui n'avait eu qu'une défaite en 2013 avant ça, et qui était sur une série de 11 victoires consécutives. Donc c'est, on va Pour ceux dire, qui connaissent pas Tom Duquesnoy, c'était le plus gros espoir français de l'époque, hein. Clairement. double champion du Bama en même temps, qui a retardé volontairement son entrée à l'UFC parce qu'il voulait prendre de la maturité. Il a commencé très tôt, très complet, boxe thaï, sambo, il était samboïste. Donc très bon dans son game. Il avait battu tous les espoirs français de l'époque, hein, les Teddy Violet, tu vois, enfin, les mecs comme ça, il roulait sur tout le monde. Maintenant, il est rentré à l'UFC et comment dire, c'est là où, et c'est contre Cody Stamann, je m'en souviens, qu'il avait pris conscience Du de physique. du physique des mecs à l'UFC. Parce que lui avait dû se saigner pour cutter, pour descendre d'une KT en prévision d'aller à l'UFC quand il a gagné sa deuxième ceinture Obama. Maintenant, quand il est arrivé à l'UFC, il s'est rendu compte que les mecs, en fait, cutaient encore plus que lui. Et on voyait qu'il y avait un écart physique de malade. Et, Monstrueux. et lui voulait en plus imposer sa boxe taille, tu sais, qui devait primer sur les autres sports de combat dans les arts martiaux mixtes. Et en fait, là, un Staman très très bon lutteur lui avait posé beaucoup de problèmes en fait sur ce combat-là, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, je m'en rappelle. On avait tous eu la même réflexion où on s'était dit, putain, l'écart physique, tu peux pas rattraper ça, en fait. Non. Là, pour le coup, tu pouvais pas rattraper ça. C'était pas techniquement, hein. Techniquement, c'était un monstre, Tom Duquesnoy à l'époque. Bah, de toute façon, c'est une décision partagée contre Staman. C'est-à-dire, techniquement, il avait réponse à tout. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait pris le truc, qui avait poussé sa carrière à fond, tu vois, qui était parti vivre aux États-Unis, qui s'entraînait chez Greg Jackson, avec John Jones, etc. Donc, c'était vraiment. Ouais, à l'époque, c'était le meilleur français, hein. C'était le plus gros espoir. Alors, pas le meilleur, parce qu'il y avait déjà des grands noms à l'UFC, des mecs comme chez Congo et tout, mais en tout cas, en termes d'espoir et d'investissement, c'était celui qui avait mis le plus de moyens dans sa carrière, tu vois. Maintenant, Bah, c'est normal, un combattant qui part vivre ou faire des camps aux États-Unis. À l'époque, c'était pas tout le monde. Il s'était entraîné avec Georges Saint-Pierre aussi. Il avait oui, vraiment mis beaucoup de moyens. en fait l'académie vers laquelle il allait tendre. Tu sais, vraiment celle dans laquelle il allait s'installer, tu sais, vraiment poser ses valises. Ça collait avec le moment où il allait signer à l'UFC, où il était en train de signer à l'UFC. Donc il cherchait vraiment à trouver le meilleur endroit qui pouvait l'accueillir. Donc effectivement, il y avait la Tristar, il y avait la Jackson Wing, il y avait tous ces trucs-là. Il avait un coach qui était très bon à la personne de Bourama, Man of Shadow, tu sais, vraiment, c'est Et un. David Baron, son premier coach. Et David Baron, bien sûr, David Baron, Loïc Pora, tu sais, enfin, s'il s'appelait Fire Kids, c'était en rapport avec le surnom de David Baron, son Mm. surnom de combattant. C'était son poulain. Je parle après, en deuxième partie de carrière, effectivement, c'était là où il y avait Bourama. Mais c'est vrai qu'au début, c'était David Baron. D'ailleurs, à l'époque où moi je l'ai rencontré, c'était avec David Baron, parce qu'il avait. David Baron et moi, on coachait l'équipe de France de MMA amateur à l'époque. Et il était sur la première équipe de France en fait, de MMA amateur avec justement Johan Roming, Mhm. avec Guillaume Piquet, enfin, il y avait plein de noms comme ça qui étaient là cette année-là. Enfin, il y a la photo, si vous voulez. Je sais pas si elle est sur mon Instagram. Je la mettrai peut-être sur Instagram, mais je l'ai sur mon Facebook. Une photo d'anthologie avec des grands noms, c'est Max Mocotel. Tu vois, c'était vraiment des mecs connus de l'époque, tu sais, sur le circuit français. C'était Et quoi le stage? non, le Ah, au championnat du monde. Ok. championnat du monde Fila en 2012, où il avait perdu en quart de finale, je crois, si je me trompe pas. Quart ou demi, je sais plus. J'ai un trou de mémoire, Tom. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu le mec, tu sais, très focus, fallait pas lui parler avant une compétition. Tu sais, le cutting, tout ça, enfin, ça l'impactait vraiment. Donc, il était vraiment dans son truc. Tu avais justement David Baron qui m'avait dit non, mais faut pas le calculer. Faut pas le calculer avant, ça sert à rien. Et il avait perdu parce il avait été pris par le champion du monde de cette année. C'était un Moldave, je crois, quelque chose comme ça. Bon, bref, je me souviens plus. Qu'il avait pris en triangle. Et Tom l'avait soulevé, il l'avait sorti de l'aire de combat. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'avait pas cette règle en tête.
Il n'y a pas pensé à ce moment-là. En fait, si tu sortais ton adversaire et que tu étais pris dans une soumission, en fait, tu étais disqualifié. Donc, il s'est fait disqualifier comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, très grand combattant, c'était dans les débuts. Enfin, dans les débuts. On parle de 2012. Donc, 2012, il commençait à être un peu connu, tu vois, mais c'était pas non plus l'énorme star qu'il est devenu après en France. Enfin, tu sais, vraiment suivi à la mort. Donc voilà, il avait gagné aussi un MMA Awards, je crois. En tout cas, il était au MMA Awards, mais je crois qu'il l'avait gagné ce MMA Awards quand le seul MMA Awards français organisé par Mohamed Temar. Oui, Euh, c'est possible, sûrement peut-être la plus grosse pépite ou quelque chose comme ça, non? c'est ça. En tout cas, il était là parce Plus que gros espoir. ouais, c'est possible parce qu'on s'était revus là-bas justement sur cet événement-là. Événement où votre cher Rolly avait fait une démonstration aussi sur scène devant tout le monde avec Sami Dali, un autre élève à moi de l'époque. Sacré Donc, souvenir. bah ouais, enfin démonstration où il y avait Yves Landu aussi qui a fait une démonstration juste après, je sais plus avec qui d'ailleurs. Avec un mec de la Snake Team, je le connais pas. Mais oui, je m'en rappelle. Il y avait différents arts martiaux qui avaient fait une démo et on avait représenté le pancration. Le Pancration à l'époque, ouais, exactement. Où ils s'étaient trompés de musique en plus. Ils avaient inversé les musiques justement entre Yves et nous, tu sais. Ouais. Donc bah, ça va, grand professionnel que vous êtes, ça n'a pas gêné. Mais donc ouais, Tom Duquesnoy qui a fait ses armes, qui a été très rapidement appelé par l'UFC, mais qui a décidé de mettre ça en stand-by au début et puis de faire construire sa carrière au BAMA. Le BAMA qui était une grosse organisation, plus grosse qu'aujourd'hui à l'époque, où il y avait beaucoup plus de niveaux. Et donc ouais, premier Français à avoir, je crois, une double ceinture en même temps d'une organisation. Bah, le Bama, c'était le Cage Warrior actuel, hein. Tu avais une C'est- passerelle directe avec l'UFC, hein. Oui, 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 je me souviens. Et donc voilà, il est rentré à l'UFC et je crois qu'il a fait 3 combats, si je ne me trompe pas. 2 victoires et 7 défaites là, si je ne me trompe pas, Tom Duquesnoy. J'ai pas été regardé, mais je crois que Alors, c'est ça. attends, je vais te dire ça. Il me semble, ça veut Il dire gagne, qu'il serait parti juste. et il gagne le troisième. Ah ouais, il part sur une victoire? Il part sur une victoire. Ok. Justement, j'avais le souvenir qu'il partait sur sa défaite, mais non, il part sur une victoire. Moi aussi. Ouais, ok. Ouais, il part sur une victoire. Donc finalement, c'était pas dégueu son run UFC, hein. 2 victoires, une défaite. Mais c'est Mais juste. il me semble que son dernier combat, c'était aussi dans la douleur, où pareil, il y avait un différentiel physique. Et il a fait le constat de lui-même que. Et puis de toute façon, comme il l'avait dit, hein, il y a plein d'interviews de lui où il dit qu'il avait perdu l'envie, en fait. Il avait perdu l'envie, tout simplement. Parce qu'il a commencé en fait à l'enfance. En fait, depuis l'enfance, il a construit sa carrière. C'est là où on dit que c'est un précurseur, par contre, dans le MMA français. C'était C'est le que, projet Mbappé. voilà, de l'enfance jusqu'à cet âge-là, jusqu'en 2017, 2018, il a construit sa carrière. Il s'est entraîné il a fait les sacrifices pour. Donc, au bout d'un moment, il a pété un câble et il a complètement tout arrêté. Il s'est mis dans le bien-être, dans le bien-être à outrance même. Puis il s'est mis à vouloir danser aussi, parce qu'il a fait une comédie. Non, enfin, ouais, c'est une espèce de comédie musicale qui s'appelait euh, Boxe de rue ou je sais pas quoi. Je Je sais sais plus ce que pas, c'est un peu de l'art, un peu contemporain, j'ai l'impression, hein. J'ai regardé un peu. ça dansait en même temps que ça boxait, en même temps qu'il y avait eu plein d'athlètes des sports de combat qui avaient participé à ce truc-là. Et puis finalement, les dernières nouvelles que j'avais eues, c'était qu'il était parti se former au ballet en Russie, tu vois. Donc voilà, de devenir danseur là-bas. Donc voilà. Mais il s'était déjà mis sur des trucs de yoga, de bien-être, ouais, il était de plus en plus, il était devenu vegan. Enfin, il y avait Et plein de trucs comme ça. Il était vraiment sur le côté zen bien-être au fur et à mesure. il donne encore des stages de MMA, parce que j'ai été sur son mur, sur son mur Instagram, il donne encore des stages de MMA. Il aime encore ça, il aime encore pratiquer, C'est mais ça. c'est le combat, en fait, qui veut plus. Oui, bah, ça colle pas avec son nouveau mindset, en fait, tout simplement. Donc oui, non, c'est vraiment ça. Et oui, donner encore des stages bah, en faisant profiter de son expertise. Je crois qu'il avait fait un bouquin aussi sur le MMA. Il avait participé à un bouquin sur le MMA, je crois. Bref, en tout cas, voilà, le mec était très carré, très pointu sur la gestion de sa carrière. Et puis voilà, là, c'est sur la page historique, mais c'est vrai qu'on a complètement dévié du sujet. De ouf. Non, mais tout ça pour dire que Taylor, il lui donne pas un cadeau en la personne de Staman. C'est un combattant très solide. C'est bien. Moi, je trouve ça bien parce qu'il sort d'une défaite, Taylor, contre Basharat. Mhm. Ça prouve quand même qu'il lui donne du respect, tu vois. Ils lui mettent
lui mettent un nom tout de suite derrière. Ils lui mettent un nom tout de suite derrière, ils lui donnent du respect. Bah, après, ça colle aussi. Taylor, il a une grosse carrière aussi, donc tu sais, tu peux pas lui mettre n'importe qui non plus, tu vois. C'est un combat qui est abordable parce qu'effectivement, c'est un nom, mais sur un mec qui est quand même plus dans sa fin de carrière que dans le début, donc ça reste abordable. Maintenant, c'est un combat qui peut vite être un combat bourbier. Bon, moi, je le vois quand même favori sur ce combat-là de par son style en gestion, tu sais, où il va beaucoup se déplacer, il va utiliser son allonge et tout ça. Mais je sais pas pourquoi, mais je le vois pas faire un combat d'éclat avec lui. Non? Non, c'est un profil assez compliqué. Justement, ça va pas te permettre de faire de combat d'éclat. Le problème que j'ai avec ce style-là, c'est que j'ai l'impression qu'il fait le même run que le premier qu'il avait fait où il avait été cuté alors qu'il était sur des victoires, en fait. C'est-à-dire que la gestion, c'est super, hein. Techniquement, ce qui fait Taylor, ça a montré dans tous les clubs. Tu vois, c'est tous les coachs, ils vont t'orienter vers ça. C'est parfait. Mais l'UFC, ils n'aiment pas ça, en fait. Et c'est le problème. Il avait déjà été coupé la première fois de son contrat. Là, j'ai l'impression que, je sais pas, il a le niveau. Alors, le niveau, il l'a clairement pour monter. Mais est-ce que l'UFC vont lui permettre de monter? Je suis pas sûr. Écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. On verra. On verra comment ça se passera. Mais bon, en tout cas, il voulait y retourner, il y retourne. Maintenant, de toute façon, si ça se fait pas, bon après, aujourd'hui, il est dans une situation qui est complètement différente de la première fois. Tu vois, maintenant, il est commentateur enfin, RMC. Enfin, tu vois, il a d'autres aspects de sa vie. Tu vois, je pense que c'est un gros kiff. Ça ira le plus loin que ça ira. Je pense qu'il a vraiment en tête d'avoir un titre un jour UFC. Donc, il fera en sorte d'aller chercher ses victoires. Maintenant, l'UFC est seul maître à bord et s'ils décident qu'effectivement il n'est pas assez performant, ils peuvent le cutter. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu moins cette culture du cut rapide, tu sais, par l'UFC qu'à l'époque, tu vois, Ouais, où les non. Français n'étaient pas du tout respectés. Là, Ça, comme oui. j'ai l'impression qu'ils le laisseront peut-être un peu plus, tu vois. Bah, ça va aussi avec le sens où maintenant il y a des événements toutes les semaines, de toute façon. Avant, c'était pas le cas. Donc, il faut combler les cartes, donc ils ont besoin d'un gros roster. Mais c'est vrai que si ton style ne plaît pas, en tout cas, on va te faire galérer pour monter. Surtout que sa KT, elle est bien pleine. Surtout que sa KT est bien pleine. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va voir. On attend le 8 juin et puis on va voir ce que ça va donner contre Cody Stamann, en tout cas. Euh, Nouvelle info et triste info pour le coup, la mort de Rob Kaman. Donc ça nous a été demandé d'en parler, mais on en aurait parlé quoi qu'il arrive parce que bah, quand une légende décède, on est obligé d'en parler, même si c'est pas notre sport de prédilection, même s'il a mis un orteil dans le MMA. De quoi? Moi, je connais de nom. Je sais que c'est une légende. J'ai déjà lu dans les magazines, etc. Mais c'est vraiment pas ma génération. J'ai regardé un highlight pour me faire une idée. Ouais, Mais en parler, pour moi, c'est difficile parce que je connais pas, en fait. ouais. Bah écoute, en tout cas, il est décédé le 31 mars déjà à l'âge de 63 ans, donc il n'était pas vieux, malheureusement. C'est une légende de la boxe pied-point. Il est à 9 titres de champion du monde. Il a commencé par le full contact avant de passer au kickboxing. Il a combattu en kickboxing et en Muay Thai aussi. Il avait des low kicks dévastateurs. Mais vraiment, au point que son surnom c'était Monsieur Low Kick. Donc vraiment, voilà, il pouvait terminer ses combats par ses low kicks. Ça, c'est un peu à la Et Ernesto Houst. Ernesto Hoost, tu vois, ou des mecs comme ça. C'est 112 combats, c'est 98 victoires dans 78 KO, sacré palmarès, 12 défaites. Et il a fait un combat en MMA en 92 contre Nobuaki Kakuda, qu'il a gagné par TKO au troisième round. Nobuaki Kakuda. Il me semble que c'est l'arbitre du Pride. D'accord. Bah, c'est lui qui a dû arrêter sa carrière, il a dû passer arbitre après derrière. Donc, en fait, bah, lui, Rob Kaman, c'était une grosse pureté technique. Pour le coup, c'était un timing phénoménal. C'était le bon choix des armes, tu sais, au bon moment. C'était vraiment ça, tu sais, de voir les ouvertures quand elles étaient présentes, en fait. Toujours imposer le bon choix des armes, hein, c'était toujours efficace. Un gros pouvoir de chaos. Enfin, de quoi se forger une belle légende. Et là, bah, c'est bien une légende qui s'est éteinte, en fait. Pour le coup, c'est une légende du pied-point qui s'est éteinte. C'est un Hollandais? Néerlandais. Ouais.
pas si c'est la même chose ou pas, mais ouais. Oui, c'est la même chose. Donc voilà. Mais voilà. Fallait. Eh, c'est pas géographie connexion, les gars. On n'est pas sur le dessous des cartes, hein. Oh putain. Ok, ouais, donc c'est la grande époque. De toute façon, c'est les meilleurs. Avec la C'est les France, ouais, meilleurs. c'est une nation de la boxe pied-point. Ah, De tout. clairement. C'est vrai qu'ils ont eu une sacrée époque. Je suis plus actuellement, mais je suivais à l'époque du K1. C'était des monstres, les mecs. Tu vois, toute l'équipe Peter Hertz, Ernesto Hoost, Semi Shield. Vraiment, le kickboxing hollandais, c'est quelque chose. Ouais. Non, mais si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à faire ce qu'a fait Rolly, c'est-à-dire d'aller voir quelques combats, quelques highlights de Rob Kaman, Ah, surtout c'est si. Steph qui m'a conseillé Ouais. sur Instagram. Ouais. Donc oui, non, non, mais faut aller voir ça parce que tout simplement, voilà, si sa boxe, elle est toujours actuelle. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, c'est pas genre, tu sais, ah oui, non, mais à l'époque, non, 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 non. Vous faites ce qu'il fait, vous transposez aujourd'hui, vous serez quelqu'un de bon et d'efficace. Donc pour le D'ailleurs, coup, c'est regardez ça. intéressant parce que c'est vrai que le kickboxing, même de l'époque, hein, finalement, il n'y a pas de changement, contrairement au MMA. Non, il n'y a pas de changement parce que tout simplement, C'est tu beaucoup vois, plus limité. c'est ça, tu peux pas réinventer la poudre avec tes deux poings et tes deux jambes, hein. Donc, tu vas avoir peut-être des enchaînements un peu différents, peut-être tu vois, des timings un peu différents, mais bon, en soi, tu sais, les chemins, ils sont déjà là. Si c'est efficace, et la preuve est, c'est que même si tu les connais, tu les prends quand même. Tu vois, si c'est bien Mhm. amené, si ton setup, il est bien fait, tu vois, une amenée de low kick à la Ernesto Hoost, dis donc, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, Ah, tu vois, Ernesto Hoost. ça marchera Mm. toujours. Tu vois, tu t'envoies ton gauche-droite crochet au corps pour Crochet envoyer au ton. corps, low kick. Bien redescendant. Voilà, tu vois, ça marche. De toute façon, tu sais, ton corps, il réagit d'une certaine manière. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison d'aller chercher autre chose, quoi. Donc oui, non, ça fonctionne. Mais si vous voulez voir vraiment quelqu'un avec une précision, ce qui est impressionnant, c'est surtout sa précision et le fait de trouver les ouvertures toujours au bon moment, tu sais, et le choix de l'arme, quoi. Donc, euh, donc ouais, non, allez-y et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. On finit avec la dernière info. Une petite info avant de faire un big up aux combattants français de cette semaine. Il y a BSD et Nassourdine qui vont intégrer le jeu UFC 5. Donc c'est une info très courte, hein. Ils font leur entrée après Gann et Fioro. Donc sur ce jeu vidéo iconique de l'UFC. Donc voilà, maintenant si vous voulez, il y a toute une liste de nouveaux combattants qui sont On a arrivés, 30. et tout ça. Voilà, il y en a plein. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, si vous voulez briller dans ce jeu avec des combattants français, voilà, il y a de quoi faire. Plus on avance et c'est là qu'on voit que vraiment le MMA français a pris vraiment de l'ampleur. C'est de voir qu'il y a autant de monde justement maintenant déjà à l'UFC qui prennent part aux jeux vidéo de l'UFC et puis pas qu'à l'UFC quoi. Enfin là on va en parler cette semaine, ce week-end pour la France, pour le MMA français, c'est une dinguerie le nombre de combattants qui combattent en même temps, là, enfin pas sur un même événement, mais sur une même semaine. C'est Ouais. une dinguerie dans différentes organisations, de l'amateur au professionnel. On a déjà en amateur les Français qui combattent là au championnat d'Europe qui se déroule du 29 mars au 6 avril à Belgrade donc l'équipe de France. On a une poignée de personnes, enfin une grosse poignée de personnes qui sont encore en quart de finale. On a Prigent, on a Vidal, on a Mathilde Aschenbrenner, on a sur Léo, on a Paul Dana, pardon, on a Sanson, c'est un nom de famille, hein, Amouche, on a Bafodé Gassama. Voilà, on a toutes ces personnes-là qui sont en quart de finale, là, qui vont combattre aujourd'hui d'ailleurs pour le championnat d'Europe. Donc on leur souhaite le meilleur. On est jeudi hein, aujourd'hui, on leur souhaite le meilleur. On espère qu'ils vont enfin, passer encore cette étape et aller chercher le maximum de médailles. Mais on voit que le MMA amateur français Se porte commence très bien. beaucoup d'ampleur, effectivement. On a aussi le KSW qui aura lieu samedi soir.
Donc samedi soir, on a l'UFC et le KSW. Donc le KSW avec Saladin Parnasse, avec Varela, avec Prince Aounala, avec Eladji Ndiaye, à qui on souhaite énormément de force parce que pour le coup, il vient s'entraîner à l'Alpha Fight Club de temps en temps. Donc il a changé d'adversaire. C'est plus Ramzan Jambiev, mais c'est comment il s'appelle déjà C'est le Moldave qui est à l'Hexagone. ouais, c'est J'ai quoi son j'ai plus son nom. Nicolas, quelque chose. Ouais, Epinprenel. Parce qu'il va le faire dormir. Bonne nuit, les petits. Le temps que Non, tu je l'ai cherches. pas. Bref, bref. Tant pis, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est Eladj, qui lui, qui s'entraîne très dur. Là, je vois sa prépa, il s'entraîne très dur. C'est une prépa courte, certes, mais bon, en tout cas, voilà. Je lui souhaite le meilleur. Il y a Laïd Zerouni, il y a Boubacar Niakate, il y a Emargui, tu vois. Voilà, c'est tous les combattants qui vont combattre au KSW, donc une grosse brochette de combattants qui vont combattre au KSW ce week-end. Et en parallèle, on a l'UFC à l'Apex à Las Vegas avec Nora Cornol et Morgan Charrière qui vont aussi combattre avec un Morgan Charrière qui est en co-main de cette UFC-là. Donc voilà, hein, c'est un Saladin Parnasse et un Varela qui font main co-main. Tu as un Morgan Charrière en co-main de l'UFC. Donc c'est quand même ouf, tu vois. Qu'en 4 Ah, ans, la vitesse à laquelle ça a évolué. en 4 ans, ça a pris une ampleur de malade. Ouais. Ouais. Et il y a un autre combat que tu n'as pas cité. Bon, c'est pas en MMA, c'est en kick. Mais pour le coup, alors je ne suis pas spécialement le kick, mais lui il m'intéresse. C'est Alexis Nicolas. Tu vois, c'est qui? Qui combat pour la ceinture au One contre. Juan. Alors, je sais plus son adversaire, c'est un Hollandais. Mais lui, je l'ai découvert sur les vidéos de Greg, justement, de Greg MMA. C'est un mec Mhm. qui vient de la l'ABF. Il a un style de ouf. Je kiffe. C'est rare que je kiffe les combats de pied-point. Mais lui, vraiment, son style, je le kiffe. Mais tu sais que pour la petite histoire, enfin, pourquoi la France est une grande nation de la boxe? Parce que à la base, les boxeurs venaient tous de la BF. Tu vois, ils ont commencé Mhm. par la BF et de la BF, ils ont été migrés vers le kickboxing, ils ont été migrés vers la boxe thaï, ils ont été migrés vers les autres types de boxe. Et, et la boxe française, c'est la boxe qui est la plus formatrice. Tu sais, justement, parce qu'elle est tellement pure, elle est tellement précise, avec des bons déplacements, avec une bonne anglaise, enfin, tu vois, ce qu'il y a, c'est que quand tu commences par la BF, après, c'est facile d'aller faire les autres boxes, tu vois. Ouais. Donc, tous les boxeurs qui ont commencé à performer déjà dans cette boxe-là, après, derrière, ils peuvent aller migrer vers tous les styles qu'ils veulent, ça se passera toujours bien. Et c'est ce qui a fait la force, en fait, des boxeurs français, parce que justement, les coachs, même encore aujourd'hui, hein, les anciens coachs et les mecs ont commencé par la BF pour beaucoup. Donc, en fait, quand ils t'apprennent la boxe taille, ils t'apprennent un hybride BF boxe taille. Mhm. Le kickboxing, c'est un hybride BF kickboxing, tu vois. Ce qui fait qu'on a un style vraiment particulier par rapport aux autres, tu vois. Ouais. Ouais, Et je je suis pense d'accord. à- je pense au frère de Belloni, Oui, de Patrick Belloni, Frédéric Belloni. Frédéric. Frédéric Belloni, qui était d'abord un mec de la BF avant de faire du K1, tu vois. Et c'était un des meilleurs en K1. Tu vois, on a des Français comme ça qui sont passés par la BF et qui ont tout cartonné après dans d'autres disciplines derrière. Ouais. Donc je vais suivre ce combat. Parce que vraiment, ce combattant, tu vois, c'est qui ou pas? Je regarde pas trop les vidéos de Greg, donc j'ai vu là passer son nom, mais C'est je une l'ai pas. vidéo qui date, hein. Quand il l'a pris, il était tout jeune quand ils ont fait leur premier sparring ensemble. Et déjà, il était impressionnant. Et là, il était pur BF quand il fait D'accord. son premier sparring avec lui. Et tu le revois peut-être un an ou deux. Ils refont une vidéo où là, il a fait sa transition K1 où il va la faire. C'est-à-dire qu'il a complètement modifié son style. Il a aussi pris en maturité et en physique, puisqu'il était vraiment jeune au moment de la première vidéo. Et depuis, il pète tout là. Il est en train de tout péter en K1 et il affronte apparemment, alors je ne connais pas, hein, mais apparemment c'est un monstre le mec qu'il affronte en O1. C'est le champion en titre, donc c'est pour la ceinture. Donc c'est vraiment un gros combat de kick qui va se dérouler. Il me semble que c'est le 6 aussi. C'est vendredi aussi. C'est Oui, vendredi, ouais. C'est c'est vendredi vendredi aussi. midi ou 13h, quelque chose comme ça. J'ai vu Baba, le présentateur au bord du ring de RMC Fighter Club.
enfin en tout cas podcasteur, et il fait son podcast Versus aussi, c'est comme ça me fait un petit instant promo. Un Odonien comme moi, un ami de longue date, donc qui a partagé ça, je crois, sur Twitter ou Instagram, où il disait que qu'il fallait pas ratexter vendredi vers 13h, quelque chose comme ça. Ok. Donc, donc ouais, ouais, ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Mhm. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode qu'on a fait en début de semaine avec Café Crème Sport et Julien Casier du podcast Mandal et patron de la Gracie Bar à Paris sur le récap de l'UFC 100. On était un peu en retard, mais on a fini par le faire. Ça va. Ça 15 va. ans de retard, ça va. Ça va. Donc non, ouais, n'hésitez pas à y aller. On a passé un très bon moment à enregistrer ce podcast-là, cet épisode-là. Donc voilà, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez aussi, si ça vous a plu de nous voir faire cet épisode en commun avec eux, parce que c'était cool. C'est cool parce qu'on apporte des choses différentes, des façons ouais, d'animer un podcast différentes, même si quand même on se rejoint sur une chose qui est l'humour. L'humour et la technique. Donc c'était pointu, c'était drôle, c'était en tout cas à vivre. Maintenant, à vous à écouter, j'espère aussi. Et pour le coup, voilà. Donc n'hésitez pas. Sur Spotify, c'est ça? Enfin, eux, c'est que podcast audio. Ouais, Spotify, Apple Podcast, enfin toutes ces plateformes-là audio, effectivement. Donc voilà. Puis ils ont un Instagram de toute façon, vous pouvez retrouver les infos aussi, Café Crème Sport. Donc c'est pas un nom qui est trop dur à retenir en plus. J'aime beaucoup leur nom d'ailleurs. Café Crème Sport, j'aime beaucoup. Et donc c'est Clément et Lionel. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, j'ai vu les statistiques et je vois qu'il y a encore 60% des gens qui nous écoutent qui ne sont pas des gens abonnés. Donc, c'est vrai, en plus, hein, le ratio, il bouge pas. Tu as 40% de fidèles, entre guillemets. Quand je dis fidèles, rien à voir avec la religion, ni le fait qu'on soit en couple, les amis. Mais, mais en tout cas, 40% de gens qui sont des auditeurs C'est habituels. pour Et ce genre de blague que les gens ne s'abonnent pas. Tu vois? c'est vrai. Putain, il faut que je m'arrête. Non, je m'arrêterai pas. Je préfère rester drôle avec 40% de personnes que 60% où je me ferais chier parce que je pourrais plus sortir une vanne. Donc ouais, en tout cas, voilà, les 60% qui écoutent pour la première fois, bah, n'hésitez pas à faire un petit clic sur le bouton d'abonnement. Ça coûte rien. Et puis on like, on s'abonne, on clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. On commente surtout. On commente, on vous a posé des questions là pour avoir votre avis justement sur les précédents sujets. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Tiens, un petit mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vive la France. Voilà. Comme il y a tout à. Tu vois? Vive C'est le très MMA. beau, ça. Vive le MMA français. Ah, là, c'est une phrase, là, t'en demandes beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas mal. Bon, ça va. Allez, vive le MMA français. Vive le MMA français. On sent le mec en galère. Il a cherché un autre truc, mais ça vient pas. Je me souviens plus de ce qu'on a dit pendant le podcast, en fait, déjà. J'ai déjà fait un blackout. Donc ouais, non, ouais. Si vous mettez ça en commentaire, si jamais vous avez été jusqu'au bout. Et puis voilà, et puis j'ai les 5 étoiles sur les plateformes de podcast audio aussi, Spotify et tout ça, c'est bien. On est à 4,9 étoiles, hein. Je sais pas si tu as regardé, mais 4,9 étoiles, c'est pas mal sur 60, presque 70 votants. C'est pas énorme le nombre Ouais, c'est de bien. votants, mais c'est un bon ratio. Donc ça, merci à vous. Et pas merci à ceux qui nous ont pas permis d'être à 5 étoiles. Ok, d'accord, le 0,1 là, je l'ai en travers de la gorge. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!